Bonsoir tout le monde, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour le tout nouvel épisode de Good Luck Have Fun en compagnie de Thibaut, alors qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes évidemment parce que je suis en train de mettre en avant et voilà on le voit apparaître à l'écran. Bonsoir Thibaut, comment vas-tu? Salut Romain, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien. Et toi, comment tu vas? Bah ça va super bien, je suis vraiment très heureux de t'accueillir ce soir du coup pour ce second épisode de la reprise de Good Luck Have Fun. Ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir discuter jeux vidéo et de pouvoir découvrir de nouveaux métiers passionnants. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, te présenter en quelques mots à nous tous, s'il te plaît? Yes, bien sûr. Bah déjà Romain, merci pour l'invitation, pour cette superbe mission qui est GLHF. En tout cas, merci beaucoup. Très honoré. Donc moi, c'est Thibaut, je suis ergonome de formation. Donc en gros, j'étudie le travail et pour améliorer les conditions de travail et améliorer aussi la performance. Donc faire concilier les deux. Et j'ai décidé de me spécialiser dans les médias et dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui, j'ai pris un petit peu un shift et on en parlera peut-être plus tard. Mais maintenant, je travaille dans un autre secteur. Mais en tout cas, voilà. Oui, bah oui, bien sûr, parce que c'est aussi important de montrer qu'en fait le jeu vidéo n'est pas restreint à un seul domaine. Évidemment, les compétences qu'on développe dans une industrie sont toujours transverses, et ça c'est particulièrement important. Et alors pour commencer peut-être ce live tranquillement ensemble, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un petit peu de ta passion pour le jeu vidéo? Comment est-ce que tu as découvert ce domaine et depuis quand finalement est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Bien sûr. Bah, écoute, moi, je suis team 96. Tu sais, dans les chemins possibles, on en avait quelques-uns, mais j'ai grandi avec, bien entendu, l'âge d'or des Call of Duty. Je suis tombé dans Dofus comme beaucoup de gens et dans League of Legends comme beaucoup d'autres aussi. Donc en fait, j'ai vraiment commencé le jeu vidéo, un peu comme l'aspect compétitif, voire coopératif, autour d'une console et cetera avec des potes. Bien sûr. Et j'ai pris du temps, on va dire, à considérer le jeu vidéo, comme un objet culturel à part entière. Ça m'a pris du temps, mais c'est grâce aux jeux en coopération que j'ai pu faire avec des potes. Tu vois? Donc des jeux, comment dire? Bah, notamment des Ghost Recon que j'ai pu faire en coopération, à l'époque, plein de petits jeux comme ça, des Splinter Cell, et donc en fait, c'est des jeux qui m'ont permis, de un peu nourrir un peu ma culture, vidéoludique. Et après, je me suis vraiment plus penché sur le jeu vidéo en tant que tel, comme une industrie et surtout comme objet culturel. Donc j'ai pris, voilà, ma maturité philosophique autour du jeu vidéo a pris son temps. C'est super intéressant ce que tu dis. J'ai déjà une centaine de questions qui me viennent à l'esprit. Ça commence très très bien en tout cas. Alors pour essayer un Yes. petit peu, on plongera dans ta lecture du jeu comme objet culturel, je pense, un peu plus Mmh. tard dans l'émission. Mais donc pour commencer un petit peu, donc voilà, tu nous racontes un peu ton passif, ton histoire avec le jeu vidéo, que ce soit sur League of Legends, grand bien nous fasse. Je pense que nous sommes tous tombés dans ce piège quand nous étions jeunes. Certains y Beaucoup, sont beaucoup. encore restés et bloqués, j'en fais partie. Mais Oui, je sais. donc du coup, tu as découvert différents types de jeux, notamment en coopération. Quel serait le Ouais. jeu qui, toi, là, t'as le plus marqué à travers ton parcours? Ça peut être encore maintenant ou pas d'ailleurs. Très bonne question. Alors, très bonne question. Il y a j'ai différents jeux, on va dire, coup de cœur, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Là, comme ça, moi, je suis un grand, grand fan de Supergiant Games, donc un studio notamment qui a donné naissance à Hades, Ok, jeu qui est extrêmement connu. Mais sauf que moi, j'ai vraiment suivi ce studio depuis Bastion, donc leur première production, quand ils ont lancé ça sur le Xbox Live à l'époque. Donc c'était vraiment, il y a un petit moment de cela. Et moi, c'est vraiment le jeu Transistor que vous pouvez retrouver pour pas cher sur Steam, surtout en phase de promotion. Un jeu qui a ses défauts, mais on va dire j'y ai joué au bon moment. Un jeu qui est pas trop long, donc on peut le one-shotter. Et c'est un jeu qui va mettre beaucoup l'emphase sur la musique. Pour ceux qui ont pu jouer à Hades, la BO d'Hades a marqué les joueurs, je pense. Et en fait, c'est l'identité de Supergiant Games finalement. C'est que la création musicale se fait en amont, et enfin au début du process, et ce qui fait que la musique colle parfaitement, même sublime le jeu comme pas possible. Et bah, Transistor, vu qu'on joue une chanteuse, en fait, finalement, il y a tout un jeu, une mise en abîme par les chansons, de la narration du jeu. Et ce qui fait que ça, pour moi, c'est mon jeu qui m'a le plus transporté depuis que je commence à jouer aux jeux vidéo. Mais je pourrais t'en citer plein parce que oui, c'est bien difficile de sûr. faire un top 1 de jeux vidéo, mais pour en parler pendant des heures. Mais voilà, si Non, on bien devait en sûr. citer qu'un seul, voilà.
Ouais, trop intéressant. J'irai regarder le jeu parce que je connais évidemment Hades. Je pense on est tous ici ce soir présents, conscients de ce jeu qui a été un succès fou. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc j'irai regarder ça après un peu plus tard sur Steam. Nice. Alors, du coup, petite question, du coup, cette fois-ci, pour revenir, on revient aux sources, hein, évidemment, de ton parcours. Je sais que souvent, quand on Mmh. discute ensemble, quand on partage, évidemment, dans ces moments-là, on se pose la question, en tout cas, quand on a un parcours professionnel qui se construit, dès le bac, on se pose la question de savoir quoi faire comme étude, quel serait, du coup, le bon parcours pour pouvoir bah, atteindre mes objectifs. Parfois, on n'a même pas d'objectif, ça peut être très compliqué, j'en faisais partie. Mais alors, du coup, est-ce que Mmh. tu pourrais nous faire un petit récapitulatif, toi, lorsque tu es arrivé à ce moment-là, ce moment qu'on croirait presque fatidique quand on a cet âge-là, quand on est jeune, mais qu'en fait est seulement un premier pas dans les études déjà supérieures, mais aussi dans la vie active. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu voilà, ce que toi, ce que tu envisageais de faire après le bac et du coup ce que tu as fait après le bac justement? Ah mais moi c'est un calvaire. Enfin moi ce qui s'est passé c'est que j'étais en fait moi je fais partie des gens qu'on on a dit: «Mais va en S, toutes les portes s'ouvriront à toi». Donc en fait, ce qui fait que oui, l'ES ouvrait beaucoup de portes, mais en fait, fallait réussir, on va dire, la S. Ça veut dire qu'il fallait avoir une moyenne qui était très convenable. Je n'ai pas du tout réussi ma S. J'ai eu 10 de moyenne tout pile, tout pile, tout pile. Quand je dis réussir, hein, je parle de vraiment d'avoir au-dessus des notes parce que voilà, Oui, la bien question de la sûr, bien réussite sûr. scolaire, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais la question de voilà, j'ai eu, 10 tout pile, j'ai galéré, on va dire, à passer ma S et donc finalement, j'étais un peu paumé, après ce bac-là et donc j'ai voulu, bah, j'avais vraiment plusieurs, choix possibles et je voulais quitter le monde scientifique. Soit c'était le monde de la géopolitique, soit c'était le monde de la philosophie vers lequel je me tournais. J'ai finalement posé mon dévolu pour la philosophie, pour la simple raison que je voulais apprendre plus à penser, mais dans le sens où je voulais entraîner ma réflexion et être plus pertinent parce que vraiment, voilà, j'avais suivi des études qui étaient assez enfin, qui formataient dans, bah voilà, il y avait une réflexion très mathématique, Bien très, sûr. voilà, plus que cartésienne, c'est-à-dire voilà, Hmm. algorithmique. Et donc là, on avait voilà, j'avais besoin de ce souffle grâce à la philosophie que j'ai pris. Donc j'ai fait une licence de philo. Mais après, bah en fait, tu vois, j'étais trop hors sol parce que la philo, au bout d'un moment, j'étais en mode bon bah c'est bien beau, mais j'ai besoin qu'on parle de choses concrètes. C'est comme ça que je me suis tourné vers l'ergonomie après, où j'étais en mode bah j'ai envie de parler du travail. Enfin moi, la question politique a toujours été prégnante hein, dans ma personnalité, etc. Même dans le jeu vidéo, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé plus tard sur le jeu vidéo en tant qu'objet culturel et politique. C'est pour ça que j'ai fait un mémoire dessus. Vraiment, notamment sur la question du crunch, finalement, comme outil managérial, et donc comprendre pourquoi les entreprises de jeux vidéo l'utilisaient, comment, quels mécanismes, etc. Aujourd'hui, ce mémoire est difficilement assumable pour moi parce que je pense que, mais comme toute personne qui fait un objet de thèse, etc., ou un mémoire, notre pensée évolue. Donc en fait, aujourd'hui, je suis pas totalement d'accord avec ce que j'ai écrit. Mais en tout cas, il y a des bonnes idées là-dedans. Bien Et sûr, donc bien c'est sûr. comme ça que j'ai réussi à me repositionner vraiment dans le jeu vidéo en mode, bon bah voilà, l'ergonomie, donc c'est-à-dire comprendre le travail afin d'accompagner les mutations du travail. On peut en parler dans le jeu vidéo. Donc moi, je suis rentré par le crunch, mais on aurait pu rentrer par plein d'autres aspects. Et donc de là, j'ai construit mon positionnement autour du jeu vidéo sur accompagne, tu vois, c'est comme ça. Donc de la Hmm. philosophie, je suis arrivé à, on quitte le concept pour aller vers le terrain et pour bah, utiliser ma notion de philosophie pour mettre en mots ce qui se passe sur le terrain. Et donc voilà, donc me rapprocher du travail, des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Et c'est comme ça que je me suis tourné d'abord vers les. J'ai eu la chance de pouvoir bosser pour France 3, où j'ai pu travailler avec les médias. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Ubisoft pendant 1 an et demi, juste après. Donc voilà, un C'est peu mon parcours en accéléré. Non, non, bah, c'est absolument passionnant ce que tu racontes et tout ce que tu dis. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ton parcours, en fait, c'est nous montrer la capacité, en fait, la porte d'accès, l'entrée dans les études supérieures, souvent ne définit pas, heureusement, la sortie Bien et ce qu'on sûr. fera plus tard. Parce que pour le coup, j'ai aussi fait des études littéraires et maintenant je fais de la data. Enfin, je fais Finalement, voilà, honnêtement, pourquoi, à quoi bon? Non, non, je bah rigole, oui. évidemment, il y a quand même des compétences dures hein, qui s'apprennent, évidemment, et qui sont importantes. Mais ce que Mhm. je veux dire par là, c'est que ton parcours montre bien, en fait, la capacité qu'on a tous à se réorienter et à se diriger vers ce qui nous plaît plus. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que du coup, après 3 ans de philosophie, tu veux te recentrer du coup vers quelque chose de plus concret, comme tu nous le Tout à partages, fait. et tu t'intéresses à l'ergonomie. Est-ce que tu pourrais assez simplement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce soir, nous Ouais. expliquer un peu ce que c'est l'ergonomie, qu'on puisse Yes. ensuite rentrer dans le vif du sujet? Eh bien alors, l'ergonomie, ce n'est pas les chaises ergonomiques, ce n'est pas les souris ergonomiques. Je suis désolé le chat de vous apprendre ça. Je suis vraiment désolé de casser là les idées autour de ça. On Non est mais tous plus très sérieusement, déçus. eh oui, bah tous, mais là, voilà. Mais non, mais le sel, en tout cas de l'ergonomie, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait on est des acteurs pour donc les ergonomes du travail et de l'activité. On est là pour, on n'est pas donc des ergonomes UX, hein, enfin du moins de formation, j'entends.
C'est-à-dire on n'a pas une formation spécifique sur la question IHM, d'interface plus précisément, de compréhension, UI, etc. On est plus sur de la compréhension globale de l'activité. C'est-à-dire, on est là pour comprendre des process d'activité, donc comprendre comment l'activité, donc le travail démarre d'un point A et arrive à un output à un point B, comment ça se passe. Et donc, de ce trajet entre le point A et le point B, comprendre ce qu'il y a. Parce qu'on dit, bah ouais, je travaille dans le jeu vidéo, je suis graphiste. Bah en fait, derrière le mot je suis graphiste, il y a 1000 étapes en fait pour expliquer c'est quoi faire du graphisme dans le jeu vidéo par exemple. Et ben nous les ergonomes, on est là pour rendre compte, objectiver le travail, c'est-à-dire on est là pour faire des entretiens, on est là pour capter de la donnée qualitative et quantitative, hein, donc de comprendre, de mesurer le travail, non pas pour créer une mesure de l'homme moyen, mais pour rendre compte de certaines difficultés, pour rendre compte de choses qui se font bien, des choses qui pourraient être améliorables, mais toujours au profit bah, de la santé du travailleur ou de la travailleuse, bien entendu, et bien entendu de la performance, parce qu'une personne qui travaille dans de bonnes conditions est une personne qui travaille mieux. Et ça, on le voit dans le jeu vidéo, quand je disais, le jeu vidéo politiquement se charge de plus en plus, et heureusement, et ça on le voit, que les conditions de travail dans le jeu vidéo, ça compte de plus en plus. Et là-dessus, je suis un fervent défenseur de ces questions-là. C'est extrêmement intéressant. Alors, enfin, ce que tu viens de nous dire était très clair. Peut-être dans des termes un peu plus simples, ça veut dire donc qu'au sein d'une équipe, par exemple, il y a différentes façons de faire, de travailler, et donc l'ergonome va s'occuper en fait de s'assurer que ces façons-là sont les plus performantes possibles. Donc ça veut dire s'intéresser à quoi exactement dans l'équipe? Les relations entre les différents membres de l'équipe, entre les différentes compétences. Est-ce que c'est Mhm. s'intéresser également du coup à la façon dont les personnes communiquent et travaillent ensemble? Est-ce que tu pourrais Mhm. voilà, nous expliquer peut-être un peu plus directement quelles sont les différentes façons qu'un ergonome peut mettre en avant pour justement Mhm. améliorer la productivité et le bien-être des employés. Bah, tu vois, un ergonome dans le JV, par exemple, il a plusieurs portes d'entrée. Tu vois, je parle d'un ergonome comme moi. On peut mettre un ergonome en amont du projet. On peut le faire intervenir pendant le projet, un peu comme en vertical slide, le faire intervenir dans le process et hop, d'en retirer quelque chose, de voir où ça en est et d'essayer de trouver des pistes de solutions et de le faire intervenir en aval du projet et là de faire un retour d'expérience. Donc là, schématiquement, je dirais l'ergonome peut intervenir à 3 moments. Ok. Donc si je vais un peu plus loin, le plus simple, c'est peut-être le retour d'expérience pour commencer, surtout dans le jeu vidéo. Donc les post-mortem qui s'appellent aussi Rex ou Retex. Nous, en ergonomie, on n'a pas le même jargon, mais la philosophie est la même. C'est-à-dire, on prend l'équipe, on prend les membres, soit on prend toute l'équipe si le projet est petit, soit on prend des référents d'équipe et on essaie de comprendre, ok, on essaie de retracer qu'est-ce qui s'est passé, peut-être de retracer un rétro-planning et de mettre en commun, et de mettre en référence le planning qui a été initialement prévu et le planning réel. Donc on va comparer le prescrit et le réel, on va voir les écarts qu'il y a eu et le pourquoi. Est-ce que des écarts sont dus à des tensions entre les équipes? Est-ce que ces tensions, d'où elles viennent? Et donc d'aller chercher les déterminants de l'activité, donc c'est-à-dire d'aller chercher les causes finalement de ces écarts-là, et de chercher si bah, finalement on peut révéler des choses pertinentes pour une prochaine production. Par exemple, je sais pas, bah voilà, on a un gros turnover sur telle équipe. Ce turnover montre qu'il y a un transfert de compétences qui a du mal à se faire. Donc ça demande à réinventer la roue plusieurs fois pendant le process. Et donc ça va générer du retard dans les différents sprints, par exemple. Et ben ça se remonte autour d'un Rex, autour d'un Retex, autour d'un post-mortem. Mais si on s'arrêtait juste à ça, bah on ferait Retex en mode bon, bah il faut peut-être ralentir le Ouais. turnover. Ah bah faudrait. Nous les ergonomes, on est là pour aller porter des pistes de recommandation avec les équipes dirigeantes, mais aussi grâce aux personnes qui font le travail. Donc on fait le lien entre vraiment les leads finalement et les personnes qui sont là, qui ont les mains dans le cambouis, tu vois, si je puis dire. Ouais, complètement. Donc donc là on a tu vois, ce point, on a ce point rétexte, ce point donc post-mortem. Rétex, tu peux Retour préciser? d'expérience. Ok, d'accord, très bien, Retour merci. d'expérience, ex pour expérience. Mais pensons au post-mortem, c'est exactement la même chose. Mais et si après on va dans l'autre sens, si on va en amont du projet, et ben c'est par exemple un ergonome qui va suivre la mise en place du projet, qui va pouvoir faire de l'itération et du suivi, de l'amélioration en continu en amont du projet pour, bah, comment dire, pour amasser de la data de comment ça se passe dans une production, pour pouvoir en nourrir une autre, par exemple. Tu vois, dans le cas d'Ubisoft, c'est ce qui se faisait. Donc pour aller nourrir une autre production, pour finalement faire remonter des choses bah, au lead et pour faire du retour de terrain en mode bon bah voilà il se passe ça en ce moment, les KPI qui sont attendus et donc voilà comment ça se passe du côté des équipes. Donc on peut aussi travailler là-dessus sur des aspects plus méthodologiques
Et après, bah, comme je disais, quand tu OK. interviens en plein milieu d'une production, il y a un problème, il y a le feu, et il faut intervenir. Et donc là, les ergonomes deviennent des pompiers. Et donc, c'est pas le plus favorable pour mettre des pistes de solutions durables et sur le long terme. On va chercher des pansements. Donc, le plus important, c'est que ces pansements déjà pansent la plaie, mais le plus important, c'est qu'après, on utilise ces pansements pour essayer de trouver un régime, tu vois, enfin, Ouais, bien sûr. trouver quelque chose de curatif, quoi. Et donc ça, voilà. Mais en tout cas, dans le jeu vidéo, on a bien plus des ergonomes qui arrivent en amont et en aval, et l'ergonomie en général, hors jeu vidéo, là, tu retrouves des ergonomes dans les trois dispositions que je t'ai présentées. Voilà, les trois dispositions que je t'ai présentées. Mais voilà, je simplifie hein, pour tout le monde et Non, non, pour bien que ce sûr. soit plus répondant, mais voilà. Non, mais c'est très, très clair ce que tu viens de dire. C'est très intéressant parce que donc du coup, en fait, l'ergonome, il intervient à quasiment tous les stades de production d'un jeu vidéo, si j'ai bien Mhm, compris, et tu m'arrêtes évidemment si c'est pas le cas. Ça veut dire qu'en mhm, fait, un ergonome va pouvoir à la fois avoir un contrôle du coup sur la façon dont les gens collaborent au sein d'une équipe, sur la mhm, façon dont justement ces collaborations peuvent être améliorées pour la performance, pour le bien-être de tous, mais également sur la façon dont l'ensemble du travail d'une équipe peut ensuite être mis à profit d'autres productions pour que du coup, en mhm. fait, ce soit vraiment une sorte d'accumulation de connaissances afin de permettre justement à toutes les productions de bénéficier de ce qui s'est fait auparavant. Donc, Bah, ouais, pour reprendre un tout petit peu ton terme, c'est juste que l'ergonome n'est pas là pour contrôler, tu vois. Il est là mhm, pour rapporter objectivement ce qui se passe dans l'activité, comme je disais tout à l'heure. bien Donc sûr. c'est pour ça que dans les jeux vidéo, tu vois, tu auras des équipes de knowledge management, tu vois. Je sais qu'il en existe à Dontnod, je sais qu'il en existe à Ubisoft, je sais qu'il en existe un peu dans différents grands studios aujourd'hui. Euh, L'ergonome, tu vois, il faut le placer dans un studio, tu sais pas où le placer. C'est vrai que dans le knowledge management, il se place plutôt bien pour le moment dans les équipes identifiées, parce que finalement, on est là pour capter de la connaissance venant de production. Et comme tu l'as dit, en effet, pour refaire du lien avec d'autres productions, si on est sur du Mhm. multiprojet pour des boîtes qui font du multiprojet, ça fonctionne bien pour soit définir des règles de métier, par exemple. Tu lances un nouveau métier dans ta prod, et ben ça peut être après, tu peux définir grâce à l'ergonome des règles de métier en partant de l'existant pour ensuite s'élever à est-ce qu'il n'y a pas des règles de métier qui sont pensables. Ça, c'est plus ce que je fais aujourd'hui maintenant au ministère parce que Mhm. voilà, comme je disais, j'ai shifté un peu pour le moment d'expérience pro. Mais On en tu vois, donc parlera tu juste peux après. aussi aller, pas de souci, mais en toi, tu peux aller aussi par là, quoi. Mais en tout cas, l'ergonome vraiment n'est pas là pour contrôler. Il est là pour accompagner, il est là pour rendre compte d'eux. Mais l'ergonome ne va jamais dire à un graphiste, c'est comme ça que tu dois faire ton travail, tu vois. Ouais, Je comprends ton travail et j'essaie par empathie, par analyse, surtout par analyse, mais il y a aussi, il y a de l'humain dans l'ergonomie, tu vois. bien sûr, De bien se sûr. dire, ok, j'essaie de comprendre ce que tu vis et tu vas comprendre qu'un fragment de la réalité du métier. Mais ce fragment, il faut qu'il soit lourd en sens et lourd en analyse pour que quand après tu reviens vers des leads, que tu puisses dire, bon bah voilà ce qui se passe. Et c'est pas un tel qui se plaint. C'est dans la prod, il y a telle carence, et c'est pas l'homme qui est la carence, d'accord? C'est l'organisation, c'est le process, c'est les outils, c'est la formation, c'est vraiment C'est les déterminants de l'activité. extrêmement intéressant en fait ce que tu dis. Donc en fait le travail de l'ergonome en fait c'est de justement permettre en fait de soulager l'ensemble des travailleurs en essayant de se recentrer sur ce que l'organisation peut mieux faire pardon afin que les process se passent pour le mieux. Mhm. On a Blue Eva dans le chat qui nous dit qu'en fait l'ergonomie de correction, ce dont tu nous parlais un peu en troisième Mhm. point, c'est un peu finalement l'infirmier scolaire qui te donne un sucre quand tu as une hémorragie du bras. Qu'est-ce que tu en penses de cette anecdote? Bah, j'en pense que Blue Eva doit connaître son sujet, mais en tout cas, non, mais en tout cas, la question d'un sucre, bah, c'est que oui, l'ergonomie de correction, en fait, le problème de l'ergonomie, enfin, je serais peut-être pas aussi tranché que Blue Eva sur cette question-là. Dans le sens où l'ergonomie de correction, je peux comprendre que des boîtes qui ne soient pas habituées à l'ergonomie passent dans un premier temps par l'ergonomie de correction. Parce que tu vois, quand t'as pas prévu, quand t'es dans, comment dire, l'ergonomie, pas l'ergonomie, pardon, mais le jeu vidéo, c'est encore une industrie qui est jeune Oui, bien et sûr. qui se sent insouciante à des moments. Tu sais, un peu, on parle d'industrie adolescente. J'avais lu ça sur Libération, il me semble. Mais on parle d'industrie qui est un peu, voilà, c'est un adolescent, mais finalement, bah, je peux pas me faire mal, il n'y a pas de souci, Oui. etc. Bon, bah, aujourd'hui, les entreprises qui commencent à passer à l'âge adulte, elles commencent à se dire, bon, ah merde, je me suis fait mal, bon, je vais au moins avoir la conscience d'aller à l'hosto, tu vois. Et puis bon, bah, t'as les entreprises qui, je parle beaucoup d'Ubisoft parce que c'est la boîte dans laquelle j'ai bossé. Tu vois, Ubisoft là-dessus, elle est encore un peu plus mature, où elle va se dire, attends, on va peut-être finalement prendre des gens qui vont aller chercher, bah, tu vois, bah, alors soit vont passer par des KPI, soit qui vont passer plutôt par qui vont bah, avoir des knowledge captors, donc c'est-à-dire des ergonomes qui vont être dans une production et qui vont aller capter les bonnes pratiques.
en tout cas ce Ouais. qui fonctionne dans la production, et pour essayer de comprendre comment on pourrait les transposer dans une autre production. Mais attention, il faut que la production ressemble dans son modèle, et donc toute la finesse de l'étude, elle est là. D'accord. Donc l'ergonomie de correction, ça peut être une porte d'entrée. Donc est-ce que c'est inutile comme un sucre alors que tu t'es fait mal au bras? Tu vois, c'est pour ça, moi je le vois pas comme inutile. Mais il faut pas que les entreprises s'en contentent non plus, parce que sinon ça va être compliqué pour Oui, en la fait, suite, c'est je pense. temporaire comme solution. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut Oui, peut-être c'est permettre ultra d'apporter temporaire. finalement comme un sucre, ça te donne un petit coup de boost pendant les 5 premières Ouais, minutes et puis voilà. après tu te rends compte que que ça va pas tant que ça et qu'il faut aller à l'hôpital. C'est extrêmement intéressant du coup de voir en quoi du coup l'ergonomie pardon, se développe. Tu nous parlais un peu plus tôt justement de ce transfert de compétences et je pense que c'est important Ouais, de le mentionner dans ce podcast en fait, hein, montrer que en soi l'industrie du jeu vidéo ici nous passionne tous je pense, mais que c'est pas non plus une fin en soi. Donc toi, donc après ton expérience chez Ubisoft, tu as switché d'industrie pour faire un métier cette fois-ci qui t'a centré du coup au cœur d'une toute nouvelle activité. ouais, Est-ce que tu veux nous en parler? bien sûr. Donc maintenant je suis ergonome au ministère de la Justice, et là vous allez dire: «Mais pourquoi? Mais comment? C'est quoi ce shift?» Vraiment. Et en fait, c'est, moi ce qui m'a beaucoup manqué à Ubisoft, il y avait énormément de choses excellemment bien et vraiment une équipe super, et cetera. Mais il y avait un petit point que j'avais perdu par rapport à avant, c'était la question de la réalité de terrain. Donc c'est vrai, quand je suis arrivé à Ubisoft, il y avait la question du post-Covid, et cetera, et puis l'actualité que Ubisoft a connue pendant ces 2 dernières années, très compliquée, hein, sur le plan, financier. Et donc là-dessus, je suis arrivé dans un climat où on avait du mal à envoyer les gens sur le terrain. Et c'est vrai que l'ergonomie, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure en tout début du podcast, c'est une science de terrain quand même. Mhm. Et j'avais besoin de retrouver un peu de terrain et de retrouver de parole de l'activité, de la voir, cette activité. Parce que j'étais beaucoup dans de l'activité narrée à Ubisoft, c'est-à-dire bah, vraiment d'entendre que bah voilà, moi je travaille comme ça, je travaille comme ça. Et j'avais rarement l'occasion d'aller dans les studios. Mais comme je dis, c'était lié au contexte avant toute chose. Bien sûr. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, maintenant, je suis au ministère de la Justice et je travaille dans les postes protégés, dans les établissements pénitentiaires, dans les prisons. Et donc en fait, je fais de l'ergonomie de l'espace, et donc je travaille énormément sur les questions de flux, sur les questions de bah, un espace finalement, quelle activité ça va accueillir, et avec tous les enjeux de sécurité que ça amène. Donc moi, ça me nourrit énormément sur le terrain, et ça, bah, finalement, ça construit encore, hein, ma pratique professionnelle, parce que voilà, je suis encore un jeune ergonome, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc voilà, je me nourris de plein d'activités différentes. Bah, c'est vraiment passionnant que tu nous parles de ça parce que c'est encore une fois des compétences que toi tu développes qui te permettent aussi de découvrir un nouveau domaine, qui permet aussi de t'adapter à, en fait, à une situation professionnelle qui est très différente et que tu pourras mettre au profit, pourquoi pas plus tard, de l'industrie du jeu vidéo. Alors, je pense Bien pas que ce sûr. sera sur la même gestion des espaces, en tout cas j'espère. Sinon, je pense que ton mémoire sur le crunch deviendrait de plus en plus Oui. inquiétant. Ah, là, c'est compliqué, là. Oui, non, j'espère pas. Mais donc du coup évidemment, c'est quelque chose qui reste en fait encore une fois extrêmement important et qui nous montre que l'ergonomie ça dépasse évidemment, mais pour ceux qui Bien s'en sûr. doutaient pas, le cadre du jeu vidéo. Thibaut, je sais aussi que tu gères, en tout cas que tu aides à la co-construction d'un podcast, justement Ah sur oui, l'ergonomie et c'est un sujet qui, en tout cas, a l'air vraiment fascinant. Est-ce que tu voudrais un peu nous parler de ce podcast, du bien sûr. projet que tu mènes? Et puis on viendra après cette petite, voilà, entracte sur ton podcast, on viendra à nos sujets et aux jeux vidéo. Vas-y. Merci déjà pour le petit, tu me permets ce petit instant Ouais, promo, ça me touche, avec fortement. plaisir. Mais en tout cas, oui, donc avec une équipe, avec une belle équipe de bénévoles, bah, j'ai vu qu'il y avait Blue Eva dans le chat, donc on travaille ensemble dessus. Mais il y a plein d'autres Bravo. personnes qui travaillent sur ce podcast-là. Ça s'appelle Parlons peu, parlons ergo. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux. N'hésitez pas, vous tapez Parlons peu, parlons ergo, vous nous trouvez direct. On est très bien référencé. Et donc, en tout cas, ouais, donc je co-dirige ce travail ces podcasts-là. Podcasts qui parlent d'ergonomie, et on parle avec plusieurs invités dans des formats innovants. Parce que pour l'ergonomie, c'est une matière en fait qui communique très peu, ou du moins beaucoup de manière scientifique, j'entends, et très peu de manière comme les jeunes aujourd'hui communiquent, donc par la vidéo, par des montages bien foutus, par des shorts, etc., par des reels. Bref, et en tout cas, nous, on travaille là-dessus sur comment rendre l'ergonomie accessible, et donc de casser ce mythe de l'ergonomie de la chaise, l'ergothérapeute, etc. Non, l'ergonomie, ça parle d'activité. Et donc, on invite des gens, on a un podcast où on invite des gens, on invite des universitaires, on invite des thésards, on invite des sociologues, on invite bah, tout simplement des gens, des ergonomes qui travaillent, des très jeunes ergonomes, des très jeunes diplômés. Et voilà, on discute avec eux sur un format de 45 minutes, 1 heure. Faut aimer un peu les podcasts longs. Mais donc voilà, et c'est dispo sur de partout, YouTube, Spotify, Deezer, bref, vous connaissez la musique. Et donc voilà, et on essaye de simplifier, on essaye de vulgariser au mieux la connaissance autour de l'ergonomie.
Et donc voilà, très beau projet en tout cas, et je remercie vraiment l'équipe qui travaille avec moi autour de ça. Sans eux, le projet ne serait pas possible. Voilà, donc c'est un très très beau projet. Bah, c'est en tout cas, ça a l'air vraiment passionnant donc en plus, si les gens apprécient les formats longs, je pense, c'est bien. Il y a bien un public, c'est celui de Good Luck Have Fun. Merci beaucoup du coup Thibaut et ça fait une transition parfaite avec la question dans le chat du coup de Keito qui en fait demande, hors éditeur de jeux, est-ce que d'autres entreprises du secteur ont ce type de poste en interne? Donc j'imagine que, Hugo veut chercher des entreprises par exemple, pourquoi pas, au sein d'une équipe e-sport, comment peut se placer, comment se pourrait se développer l'ergonomie notamment? Ou au sein tout simplement d'autres personnes ou d'autres secteurs qui graviteraient autour du jeu vidéo. C'est une super question. Moi, j'avoue que le prisme ergo, moi, je l'ai construit, enfin, moi, mon positionnement d'ergonome du jeu vidéo, je l'ai construit autour des productions. Donc, tout de suite, c'est vrai que sur l'e-sport, je ne serais pas compétent pour répondre à cette Bien question-là. sûr. Je sais que, comment dire, les joueurs et les joueuses ont des coachs. Donc, en fait, vu que le jeu vidéo est un monde jeune, est une industrie très jeune, elle va inventer un peu ses intitulés de poste. Donc, il est possible. Je imagine que dans l'e-sport, il y ait des rôles comme ça de gens qui sont là voilà, qui prennent soin de leurs joueurs, etc., qui sont à l'écoute de leurs besoins. Après, de là, est-ce qu'il y a des gens, des ergonomes de formation qui font de l'analyse de l'activité des joueurs et des joueuses d'e-sport? Je ne sais pas. J'espère que oui, je le souhaite de tout cœur. Ce serait très intéressant. Mais j'espère, Je me c'est permets de te génial. couper, je suis pas du tout expert en fait, mais je me demande même est-ce que c'est pas des pratiques qui se mettraient en place dans le sport. Alors, on sort un peu du cadre de l'interview qui était Mhm. prévue initialement, donc tu m'arrêtes Thibaut si jamais Vas-y, tu n'es vas-y, pas vas-y. compétent sur le sujet ou que tu préfères pas en parler. Mais est-ce que l'ergonomie est quelque chose qui est déjà implémenté dans des équipes de sport professionnels par exemple? Bah, je sais que, il y a des thésards et des thésardes qui travaillent notamment sur les guides de montagne, qui travaillent en fait sur des activités qui sont plus ou moins vues comme des sports, en tout cas. Donc oui, il y a de l'ergonomie, il y a de l'ergonomie dans les sports. Là-dessus, après, je ne pourrais pas te citer des auteurs ou Non, non, bien te sûr. citer, voilà, mais je sais que ça se fait. Je sais que dans le cadre des podcasts, on a vu des gens, en tout cas, faire des trucs très, singuliers, si je puis dire. Parce que moi qui ai voulu parler d'ergonomie de jeux vidéo, c'était déjà quelque chose un peu un ovni dans le monde de l'ergonomie. Mais il y a encore des plus grands ovnis que moi, hein. Il y a des gens qui parlent de l'accueil du tilleul, il y en a qui parlent, vraiment, il y en a qui parlent du travail du tilleul, il y en a qui parlent du métier de magicien, il y en a qui parlent, comme je disais, il y en a qui parlent des randonnées, enfin des randonneurs, il y en a qui, tu vois. Donc en fait, on peut, je pense, très aisément retrouver des références, je pense, autour du sport et de l'ergonomie. Voilà, je pense que c'est possible. Après, faut pas. Est-ce que ça va peut-être vite tomber dans peut-être du côté des ergothérapeutes, etc. Mais de l'analyse de l'activité d'un sportif, je pense que ça se trouve. Je pense que ça se trouve. C'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais faire une petite différence entre l'ergonome et l'ergothérapeute, peut-être, pour les personnes qui ne seraient pas au courant Ah, dans le chat, comme eh moi, par ben, exemple? ouais, pas de souci. Bah, l'ergonome, comme je disais, bah, je l'ai défini depuis tout à l'heure. Et en fait, Bien bah, sûr. l'ergothérapeute, en fait, il travaille sur le corps directement et sur la manipulation du corps pour corriger une mauvaise position. On est vraiment sur quelque chose on corrige comment le corps s'est positionné et on essaie de le réparer. Donc, ah, bah, il faudrait mieux vous mettre comme ça. Ah, ben là, vous avez pris une mauvaise position. Nous, les ergonomes, certes, on peut agir sur les gestes et les postures. Mais c'est pas, enfin moi en tout cas, c'est pas mon credo premier parce que je défends cette ergonomie qui est organisationnelle, voilà, qui est autour de ça. Mais attention, je dénigre aucunement les ergonomes qui Non, non, travaillent bien sur les sûr. gestes de posture. Après, même moi, j'en fais un peu plus maintenant que je suis au ministère. Mais voilà, je sais que c'est des écoles et donc finalement là-dessus, chacun a sa pratique et voilà. En fait, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi, ça m'ouvre une toute nouvelle piste de recherche, c'est trouver un ergonome qui travaillerait ou qui aurait des connaissances en e-sport. Je vais venir écouter votre podcast du coup, dans Oui, l'espoir de il faut, rencontrer. Oui, abonne-toi. voilà, évidemment. Je vais venir écouter et m'abonner à votre podcast, hein, Yes, Parlons peu, tu gères. parlons ergo, je le rappelle. Mais donc, du coup, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit dans quasiment toutes nos activités et même dans les pratiques professionnelles de jeux vidéo, donc les joueurs e-sportifs par exemple, on a des relations, justement, des gestions de process, on a besoin Mm. d'apprendre et de développer de nouvelles méthodes. On l'a vu aujourd'hui, de plus en plus, l'activité d'un e-sportif de haut niveau, elle est cadrée, hein, Mm. c'est-à-dire qu'il y a un emploi du temps, il y a des relations qui sont gérées entre collègues, il y a donc tout un domaine à développer et l'ergonomie aurait complètement quelque chose à apporter dans ce secteur. Bien sûr, c'est toujours, tu sais, il y a beaucoup dans le jeu vidéo, l'ergonome, il peut rentrer par un aspect très méthodologique, comme je disais, quand tu le prends en amont. Donc en fait, finalement, oui, je pense que du côté de l'e-sport, c'est totalement possible. Là, je vois dans le chat Bouleva qui dit qu'il y a eu des interventions qui ont déjà été faites, donc c'est complètement rassurant et donc voilà, tu vois, ça fait totalement sens. Mais
Mais oui, c'est sûr, c'est un métier, il y a des contraintes, il y a, comme tu dis, il y a un rythme de vie, qui est plus ou moins drastique suivant le niveau e-sportif. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une lecture en tout cas. Mais c'est vrai que je suis vraiment pas du tout spécialisé sur ce créneau-là, donc je peux vraiment pas du tout m'avancer pour peur de dire des bêtises, tu vois? Mais donc voilà. Non, non, bah, c'est vraiment, extrêmement, intéressant, c'est passionnant, ce que tu nous racontes, ce soir, Thibaut, et ça me fait très plaisir de t'avoir, dans l'émission Good Luck Have Fun. Alors j'aimerais un petit peu, revenir du coup, peut-être sur la façon dont tu as réussi à acquérir de l'expérience dans le monde, du jeu vidéo. Parce que voilà, l'objectif aussi de cette émission, c'est peut-être de transmettre quelques pistes, quelques Mmh. explorations. Je sais Ouais. que c'est quelque chose de très compliqué. Comment est-ce que toi tu t'y es pris, lorsque tu as voulu travailler, notamment chez Ubisoft par exemple, pour trouver un stage, pour trouver une expérience? Je parle de jeux vidéo, mais tu peux aussi nous parler de ton Mmh. expérience dans les médias, notamment. Mmh. Et voilà, nous faire un petit retour d'expérience, c'est toujours bon à prendre. Bah, écoute, ça a été un long chemin de croix, je crois, comme on dit. C'est que ça a été, très compliqué, à la base, je voulais être ergonome tout court et c'est déjà un beau projet Mhm, et finalement, je me suis lancé ce pari un peu fou de dire: «Bah, voilà, le jeu vidéo, je me rends compte que le jeu vidéo va pas très bien». J'avais lu beaucoup de choses à ce sujet-là, mhm, j'avais lu, voilà, comme je disais, articles sur Libération, Mediapart, Numérama, enfin, beaucoup de journaux qui ont pu parler, des conditions de travail dans le jeu vidéo. Ça m'a vachement chauffé, j'ai décidé de me positionner un peu, envers et contre tous. Dans le sens où l'industrie n'est pas tout, enfin, du moins l'industrie n'est pas encore, vraiment au nom général, tu vois? L'industrie, elle se focus pas sur ce genre de métier-là. Donc ce qui fait que j'ai dû trouver des portes d'entrée, un peu plus on the side, tu vois? Avant d'arriver dans le JV pour construire mon positionnement. C'est comme ça que j'ai fait un stage d'abord à France Télévisions où j'ai travaillé, bah, sur les espaces, donc un peu comme je travaille aujourd'hui, au ministère, où j'ai travaillé sur les espaces de coopération. Ah, comment on fait un JT, et cetera. Donc j'ai pu travailler déjà sur des métiers multimédia, la rencontre entre des acteurs et des actrices qui sont dans la gestion du temps et bah, tu vois, les journalistes qui ramènent de l'information, qui est filmée. Tu as les présentateurs qui doivent, gérer, en fait, finalement, la coordination en live de ces informations-là. Et en fait, tu retrouves un peu comme dans le jeu vidéo. C'est un projet avec plein de corps de métier autour qui gravitent, qui ont des identités complètement différentes, mais c'est pas de la magie. On a l'impression quand on regarde à la fin le process, on dit: mhm. «Waouh, c'est génial, c'est magique». Non, non, c'est pas magique. C'est des enjeux de coordination et de coopération extrêmement exigeants qu'il s'agit de tu sais, auxquels il faut répondre. Et vu que ça se rapprochait fortement du jeu vidéo, moi ça m'a et puis je suis hyper curieux, donc je me suis dit: «Putain, mais la télévision, trop bien, quoi». Donc je me suis d'abord lancé là-dedans. Donc j'ai fait un peu mon expérience là-bas pendant 9 mois. Et après, je suis parti dans un studio indépendant qui s'appelle Savvy Community à Lyon, qui ont eu la gentillesse de croire en mon projet. Vraiment, pas beaucoup vraiment, quand je présentais mon projet à des boîtes, ça répondait bah, pas ou avec un peu de réticence en mode bah, finalement on verra si on a de la place, on verra si, on verra si. Et ce studio indépendant de 5 personnes ont accepté, et donc j'ai pu suivre deux de leurs prods. Je leur ai apporté un feedback, donc là j'ai vraiment fait un post-mortem avec eux. Mhm. J'aurais fait des feedbacks méthodologiques de mes premières analyses. Et donc vraiment, c'était hyper intéressant parce qu'il y a vraiment une évolution entre la première prod et la deuxième. D'ailleurs, je sais que leur dernière prod passage elle est après passée sous Android, etc. Enfin, ils l'ont mis sur mobile et tout. Donc, il y a une vraie croissance autour de cette prod. Donc, très beau. Mon premier projet Ergo jeux vidéo, très très intéressant. Et après, je t'avoue que je me suis battu et j'ai eu la chance de contacter la bonne personne. J'ai eu la chance de contacter donc Anaëlle Bobinet, qui est la chef enfin qui était, parce que les équipes ont un peu bougé aujourd'hui, mais qui était à l'époque la chef des ergonomes, qui était basée à Montréal, de Ubisoft. Et en fait, elle a complètement cru en mon projet et en mon positionnement. Et donc c'est comme ça qu'elle m'a onboard sur Ubisoft, en fait, finalement, pendant un an et demi. Donc pendant un an et demi, j'ai travaillé avec elle et ses équipes. On était une équipe de 8 ergonomes à travers le monde, hein, j'entends. Et on travaillait ensemble sur plus divers projets. Et moi, elle m'avait positionné sur l'aspect technologique à Ubisoft. Donc voilà, hyper intéressant. Donc finalement, un long chemin de croix. Vraiment, je suis resté focus sur ce projet-là et j'ai essayé de trouver des passerelles. Donc les médias, puis l'indépendant, et puis après passer du côté d'une grosse industrie comme Ubisoft, Mhm. pour Et arriver, on va dire, voilà, jusqu'à ce projet-là.
Déjà, ce que je retiens aussi dans ton parcours et dans la façon dont tu t'es intéressé aux jeux vidéo, c'est qu'en fait, le jeu vidéo, c'est jamais une fin en soi. Et ça, c'est important, je pense, de le Mmh. rappeler pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir avec nous. C'est qu'en fait, on veut toujours tous travailler dans l'industrie, mais ce qui est très important, c'est de développer des compétences qui seront Mmh. utiles. Parce qu'en fait, qu'on travaille pour une boîte de jeux ou pour une autre entreprise, en fait, ce qui intéresse, évidemment, notre passion est toujours extrêmement Mmh. importante et elle va être le gros plus qui va faire que notre CV sera considéré plutôt qu'un autre, mais c'est la compétence derrière, c'est ce qu'on peut apporter concrètement. Et l'ergonomie, on peut voir qu'en fait, ça s'applique aussi bien au monde des médias que au monde du jeu vidéo. Et c'est une évidence, en fait, quand on y pense. Et ce qu'il faut aussi rappeler, et moi je trouve ça très fort, c'est qu'en fait, il y a aussi énormément de petits studios, de petits éditeurs, etc., qui recherchent du monde, ne pas tout de suite s'intéresser. Je sais que beaucoup de personnes, quand on joue à League of Legends, adoreraient pouvoir travailler chez Riot Games. C'est souvent des entreprises américaines notamment, qui recrutent des personnes seniors avec beaucoup d'années d'expérience. Donc n'hésitez pas en fait à apprendre et à développer vos propres compétences au sein soit d'une entreprise différente, mais avec ce que vous aimeriez faire à la fin, ou tout simplement au sein de studios plus petits, indépendants, qui eux recherchent activement des personnes. Et puis, évidemment, encore une fois, et je le répète, on a tous le droit à l'erreur. Et je veux dire, je suis le premier à m'être trompé dans mon premier emploi, quelque chose qui ne me convenait pas. Et on apprend tous, on avance tous, on progresse tous. Et donc, gardez ça en tête aussi, hein. Je pense que c'est comme ça. Alors bon, Thibaut n'est pas un bon exemple parce qu'il a plutôt très bien réussi et il nous racontait son parcours. Mais je pense que du coup, le plus important, c'est de toujours apprendre et de progresser, de grandir. Tout à fait, c'est très beau ce que tu dis, Ce mais oui, petit mot inspirant, il est 21h42, vous êtes sur la chaîne de Cryo Sergi. oh, Non, c'est beau, c'est beau. plus sérieusement Thibaut, est-ce que tu joues encore aux jeux vidéo? Donc tu nous parlais un peu plus tôt d'Hadès, donc j'imagine que oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter la place qu'occupe aujourd'hui le jeu vidéo dans ta vie? Bah, comme je disais, le jeu vidéo pour moi, c'est un outil culturel, donc c'est pour ça que, j'ai vraiment à part, League of Legends que j'ai investi jusqu'à, je pense, l'année dernière et aujourd'hui j'ai un peu arrêté. Vraiment le jeu vidéo, je le considère vraiment pas du tout comme un objet d'e-sport, pour moi-même, hein. J'entends l'e-sport, Oui. je respecte énormément et je respecte son évolution, sa croissance. Je me suis battu pour, j'ai casté du Overwatch, fut un temps, me suis beaucoup, focus sur l'e-sport pendant un temps. Mais finalement, aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus sur la question de, comme je disais, donc jeux vidéo comme outil culturel, donc c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que le jeu vidéo a à dire en tant que forme d'art et finalement qu'est-ce qu'elle véhicule, qu'est-ce qu'elle peut transmettre. Donc alors ça fait des grands concepts dits comme ça, mais j'essaye toujours de porter un esprit d'analyse sur le jeu vidéo pour en faire une culture légitime, si je puis dire. Ça, c'est un peu d'ailleurs, tu sais, ça vient de mon passé un peu philo, de te rabâcher que ah mais ça c'est pas de la culture légitime, ah mais ça c'est pas de la culture légitime. Et en fait finalement on le voit que les générations avançant, bah tu vois petit à petit j'espère qu'il y a des jeux vidéo, tu vois aujourd'hui c'était Mario et Zelda, c'est devenu assez banal et donc et c'est rassurant, ça veut dire qu'il y a des figures du jeu vidéo qui deviennent standards dans la culture. Et moi mon but c'est de prouver que, et il y a plein de gens qui font ça mieux que moi, mais de prouver que le jeu vidéo, c'est un outil culturel qui a une force considérable. Et j'en parlerai pas comme une. Tu sais, pas qu'avec les chiffres, comme tu vois, avec le CEL, donc le syndicat des éditeurs, hein, ou alors le STJV, mais vraiment comme. Finalement, c'est pas qu'une industrie, c'est des gens qui proposent des objets culturels, de l'indépendance jusqu'au triple A. Et donc pour moi voilà, c'est un vecteur de fou, de plein de choses et on pourrait parler de jeux vidéo. Crois-moi que si on se lance, on peut en parler pendant des heures. Mais en tout cas voilà, le jeu vidéo, je continue à en manger, vraiment, j'en mange du jeu vidéo. Et c'est toujours un plaisir, voilà, tout simplement. C'est extrêmement intéressant justement que tu en parles parce que tu fais une transition quasi parfaite avec l'une de mes dernières questions. Je voulais justement un peu avoir donc ton explication quand tu nous parles de jeux vidéo comme un objet culturel et que tu parles d'essayer de légitimer la place du jeu vidéo. J'imagine que derrière, tu le disais, il y a tout un discours autour de l'aspect politisé peut-être des jeux et de Mmh. la place qu'ils occupent aujourd'hui à travers Sûr. notre société. On l'a vu assez récemment avec le discours du président de la République Emmanuel Macron sur le jeu, justement, qu'il avait dénigré, puis qui Ah oui, a fait un tweet extrêmement long à ce sujet pour s'excuser auprès des gamers. des gamers. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que toi tu considères déjà comme un objet, enfin, pourquoi est-ce que tu considères le jeu vidéo comme un objet culturel? Qu'est-ce que tu définis? Qu'est-ce que tu mets derrière le terme objet culturel? Et ensuite, justement, tout ton combat, si tu veux nous en faire part, évidemment, ce sera avec grand plaisir qu'on l'écouterait ensemble.
Bah, écoute, il y a 3 questions en une, mais C'est vrai. donc je vais essayer de répondre à ce pack de questions qui est extrêmement intéressant. Mais, écoute, tu vois, le jeu vidéo pour moi, le jeu vidéo, c'est une forme d'art, qui comment dire? Qui te prend un moment, comment dire? Qui t'envoie un message, en tout cas un message Qui te interactif, ce qui touche, est méga voilà, bien intéressant. sûr. Oui, qui te touche, ce qui est méga intéressant, tu vois? C'est aujourd'hui, on va pas, tu vois, donc tu en as parlé avec Anna, la semaine dernière, mais il y a plus, tu vois, le jeu vidéo en plus aujourd'hui on le stream, tu le fais, enfin, donc en fait il y a des formes enfin, tu vois, il y a quelque chose de la culture de Ouais, streamer un objet culturel, donc on arrive sur quelque chose tu vois, ça prend une autre forme, mais moi vraiment, si on parle du jeu vidéo en tant que tel, bah, finalement, c'est un objet culturel en tant que, bah, comme si tu vas voir un film, comme si tu écoutes un album. C'est un moment que tu vas dédier à une œuvre qui a été produite, bah, là, par un groupe de personnes qui te propose quelque chose et toi, tu vas être réceptif ou non à cette proposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des propositions qui sont la plupart du temps ultra singulières. Bien sûr, à des moments, bon, il y a des jeux vidéo qu'on va critiquer comme ah bah finalement, je m'y retrouve pas, je le trouve fade, etc. Et ça, pour moi, c'est une critique que je peux vraiment entendre aujourd'hui de jeux qui se perdent, qui n'arrivent pas à trouver un propos, etc. mmh Et en tout cas, voilà, mais en tout cas, dans le jeu vidéo, pour moi, c'est un objet qui va proposer euh, une idée, qui a un texte, un sous-texte. On a parlé de Céleste beaucoup de fois dans les émissions qui parlent du monde vidéoludique, hein, Céleste, donc, et tu vois, le jeu qui reprend les codes de Super Meat Boy sur il faut se dépasser, etc., mais qui va ajouter une excellente couche de bienveillance, qui va ajouter une couche d'accompagner le joueur dans son dépassement de soi, ce que Dark Souls ne fait pas, par exemple, un jeu qui vous met, qui vous pousse dans vos derniers retranchements. ouais. Céleste a vraiment fait le pari le studio qui a fait Céleste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais vraiment qui va proposer un accompagnement des joueurs. Et ça, c'est hyper intéressant. Et après, il y a plein de jeux qui vont parler, par exemple, de la mort assistée, quand je pense à To The Moon, qui est un jeu extrêmement intéressant sur la fin de vie digne, et donc sur comment on peut accompagner une personne à la mort, ou il y a Spiritfarer aussi, qui en parle très bien. En fait, voilà, tu vois, si on commence à en parler, en fait, chaque jeu a une proposition, soit par sa proposition narrative, mais aussi par le gameplay. Il y a des jeux qui vont pas, au travers de son gameplay pur, vont essayer de transmettre des choses. Tu vois, si tu penses à Hellblade, par exemple, Sanua Sacrifice, un jeu qui est en son binaural, et c'est un jeu qui parle de la schizophrénie, qui a essayé en tout cas d'en parler de manière plus ou moins maligne et plus ou moins en adéquation avec la réalité. Et donc finalement, le mode du son binaural qui permet d'entendre des voix, et ce qui est fait que c'est intéressant parce que à force de jouer trop longtemps à ce jeu, il y a un aspect un peu malaisant qui se met en place sur mais qu'est-ce qui est, enfin, c'est très décontenançant, c'est très dur à expliquer, mais il faut y Mmh jouer. Ouais. Et on perd à ses pieds d'ailleurs dans ce jeu, et d'ailleurs l'héroïne elle-même perd pied de sa réalité, et en fait il y a un propos qui se met en place. Bref, tu vois, on pourra en parler pendant des heures, mais en tout cas voilà, tu vois, le jeu vidéo transmet des choses, et on peut en débattre, et on peut et pas juste du ah c'était bien, ah c'était pas bien, ou ah ça c'est bien vendu, ah ça c'est pas vendu. Il y a vraiment, on peut parler, tu vois, j'écoute des podcasts comme La Fin du Game, j'écoute Monsieur Plouf, j'écoute des gens qui sont Mmh. incroyables et qui parlent du jeu vidéo, et qui essayent de dépasser juste bah voilà, c'était un jeu. Non mais ça a donné ça, qu'est-ce que ce jeu dit des joueurs, qu'est-ce qui ce jeu dit d'une communauté, de la communauté des joueurs, Et de notre monde qu'est-ce parfois qu'il dit aussi. d'une politique. Bien Voilà, sûr. tu joues à Disco Elysium, c'est une énorme critique politique. Mais enfin, même dans des jeux où tu t'y attends un peu moins. Enfin bref, tu peux toujours Tous tirer les quelque jeux en chose. fait, tout objet, culturel comme tu le dis et ça je pense que c'est important, a une vision politisée du monde. Mm. Ce serait faux que de croire qu'en fait on peut avoir une vision lisse ou qu'un jeu, Oui. même les Call of Duty, transmettent, Ah bah, et même ouais, transmettent énormément une Call of vision Duty. politique extrêmement puissante. Ah bah le soft En power fait, américain, du Déjà côté de Call of Duty, déjà, je oui. veux dire, Call of Duty en plus, est un jeu qui avait été publicité, hein, par l'armée américaine et il y a eu Mm. tout un rapport dessus, donc que je vous invite à aller regarder. Si vous tapez sur internet, vous allez trouver beaucoup de documents de Bien sûr. recherche et cetera. Mais en fait, tout objet à partir du moment où il existe et du coup on peut réfléchir dessus, possède nécessairement des caractéristiques qui sont politiques et je pense que c'est extrêmement important que tu le mentionnes. Et en fait, ce qui fait aussi aujourd'hui du jeu et de l'industrie autour quelque chose de si passionnant, c'est que bah, justement, en fait, on peut dialoguer, on peut échanger, on peut partager Bien sûr. autour.
autour de ce monde-là et c'est ça qui est particulièrement intéressant. J'aimerais beaucoup en discuter encore avec toi Thibaut, mais on s'approche de la fin de cette Ah là là. émission, malheureusement. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager? Prends tout le temps que tu veux, si tu veux nous reparler encore une fois de l'importance que les jeux ont pour toi. Et puis Ouais. évidemment, ça n'est qu'un commencement. On rediscutera évidemment ensemble sans souci de tout ce que tu peux nous dire Mmh. autour du jeu vidéo comme objet culturel. Écoute, comme mot de la fin, je pense que il y en a 2. Déjà, jouer, n'hésitez pas à jouer aux jeux vidéo, vous êtes pas obligés d'ailleurs si vous aimez pas les jeux vidéo et plutôt regarder des gens jouer aux jeux vidéo, ça compte aussi. Enfin, en tout cas, c'est un monde, culturel on en parle d'industrie, mais en tout cas, c'est un monde culturel qui Bien est sûr. ultra vaste, ultra intéressant et je vous invite à creuser, c'est très, très cool. Sinon, mon deuxième message, j'en profite, c'est la question du travail autour du jeu vidéo, vu que je suis ergonome et que je parle du travail. Intéressez-vous aux gens qui bossent derrière vos jeux et notamment l'impact que des succès ou des non-succès ont sur les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Avant de bâcher un jeu en ligne, faites attention. Enfin voilà, on fait rarement un jeu avec de mauvaises intentions. En tout cas, peut-être que des éditeurs courent après, certains éditeurs peut-être vont courir après du blé, etc. Mais comment dire, les petites mains qui font, j'appelle petites mains parce que dans un article de Mediapart, ils en parlaient comme tel. Vraiment, ces gens-là qui font les jeux vidéo, vraiment pensez aussi à eux. Et voilà, en tout cas, voilà, derrière chaque jeu, il y a forcément un truc qui est réussi et les gens se donnent pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Et c'est des projets de titanesques. Vous imaginez pas un triple A ce que c'est à faire, combien de temps ça prend et voilà. Et donc voilà, essayer de casser, on va dire, le quatrième mur et d'aller chercher derrière et qu'est-ce qui se passe derrière votre jeu vidéo. Et ça donne une autre lecture après des jeux auxquels on joue. Et voilà, moi je trouve que ça a été un peu une révélation pour moi de travailler sur les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Ça a été, voilà, ça m'a permis d'avoir un autre regard en tout cas. Donc jouez et continuez de vous renseigner sur comment on fait vos jeux. Donc Voilà, tout simplement. finalement, tu approuves le concept Good Luck Have Fun, Thibaut. C'est beau, non? C'est la hop. Ce Mais mot de oui, la fin mais presque oui, c'est bien. parfait, enfin ce mot de la fin de l'interview puisqu'on revient très vite après, mais donc du coup voilà, et je pense que c'est très important que tu le mentionnes, surtout avec un peu le scandale qui s'est passé autour d'Unity la semaine dernière, Oui. qui a généré beaucoup de Mmh. haine, beaucoup de colère sur les réseaux, à juste titre, mais ne pas oublier que les gens qui travaillent chez Unity ne sont pas tous responsables des décisions prises plus haut et surtout non plus de ce qui peut se passer, des backlash, des complications que peut avoir une entreprise. Écoute, Mmh. Thibaut, c'était vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'être venu dans Good Merci Luck pour Have ton Fun invitation. pour partager ton parcours justement sur l'ergonomie dans le jeu vidéo, nous raconter un peu ce métier et comment vous faites pour améliorer au quotidien et bien tout simplement les méthodes de travail et les process pour faire en sorte que les jeux sortent en temps et que les employés, les travailleurs puissent être heureux dans leur métier. C'était vraiment extrêmement intéressant et je doute pas qu'on te retrouvera très très vite pour discuter de tout ça. Merci du coup Plaisir. merci beaucoup pour tout ça. On se retrouve d'ici quelques minutes avec Hugo pour discuter cette fois-ci d'actualité dans le post-show beaucoup plus tranquille ensemble. Donc ne partez pas, restez à côté. Et encore une fois, n'hésitez pas dans le chat à tous remercier Thibaut pour sa superbe intervention. On se retrouve tout de suite. Merci tout le monde. Et rebonsoir tout le monde, ça me fait super plaisir du coup d'être de retour et cette fois-ci on accueille, alors oui le nom de l'invité n'est toujours pas le bon, on accueille Hugo avec nous pour le post-show. Salut Hugo, comment vas-tu? Tu es muté Hugo je crois, à moins que ce Un, deux, soit... un, deux. Ah c'est bon, j'ai cru que C'est c'était bon? juste erreur Ok, de mon cool. côté. Non, non, autant pour moi. Bah écoute, Thibaut, ça m'allait aussi, je disais, mais non, non, hyper content d'être là. Ça va super. Et toi, ça va? Bah ouais écoute ça va super bien, qu'est-ce que t'as pensé de l'intervention de Thibaut un peu plus tôt? Ouais, bah franchement, ultra intéressant. J'étais à fond dans le chat parce que bah, je connaissais pas du tout, tu vois, cet univers-là. Déjà, le côté éditeur, c'est un univers que je connais pas forcément. Et alors là, encore plus celui sur son métier qui est quand même très spécifique. Donc si, ça faisait hyper plaisir de découvrir, bah, comme toutes les semaines, j'ai envie de dire, dans cette émission. Donc, C'est adorable, c'est adorable.
Mais oui, en effet, c'est la raison aussi parce que Thibaut est une personne extrêmement intéressante qui réfléchit beaucoup autour du jeu, comme on a pu le voir à la fin de façon un peu trop rapide, malheureusement, c'est le format qui veut ça. Mais c'est vrai que c'était extrêmement intéressant de parler d'ergonomie et de pouvoir justement avoir son retour d'expérience, son parcours. Et du coup, on va en profiter également parce que je pense que ce soir, on a beaucoup à dire, nous, pendant le post-show, pour parler évidemment des actualités gaming et e-sport de la semaine passée, parce qu'on a pu s'en rendre compte, je pense, pour les personnes qui étaient à peu près alertes sur ce qui a pu se passer la semaine dernière. On a eu le KCX3, l'un des plus gros événements e-sport organisés en France depuis toujours, en fait. Extrêmement impressionnant par sa taille, par ses annonces, et également par plusieurs choses qui ont chamboulé complètement l'industrie e-sport. Et justement, Hugo, toi, tu t'y connais un petit peu, tu t'es renseigné, et tu vas nous faire un petit débrief de tout ça pour qu'on comprenne un peu ce qu'il en est. Ouais, complètement. Bah, merci pour cette introduction. Bah, globalement, moi, j'avais la chance d'être, sur place pendant cet événement, donc c'était déjà ultra intéressant et pendant tout le fil de l'événement, donc il y a eu plusieurs annonces. Donc déjà, pour ceux jamais qui sont peut-être un peu, néophytes du gaming et de l'e-sport, le KCX, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est l'événement du club K-Corp et donc ils ont créé un événement qui s'appelle le Karmine Corp Experience, KCX, où tout simplement, eh beh, ils regroupent leur communauté le temps d'une soirée dans une salle qui est géante, puisque là on était dans Paris La Défense Arena avec un peu, tout petit peu moins de 30 000 personnes C'est fou qui quand étaient même, là hein. assis et en live, je ne sais même pas, parce qu'il y avait même des lives internationaux Mm. qui étaient repris dans plusieurs pays, donc j'ai pas les chiffres, mais j'ose pas imaginer. Et donc pendant tout le fil de cette soirée, donc l'équipe e-sport de Carmine Corp fait des annonces. Donc il y en a eu plusieurs. Dans ces annonces, bah, il y en a eu une qui a beaucoup marqué l'esprit des fans notamment. Et ben, ça a été la question des arènes qui est un sujet, en même temps très ancien dans l'e-sport, mais en même temps on avait vraiment, trop vu en France, jamais trop vu en France l'aboutissement de tout ça et du coup on s'est dit: «Bah, pourquoi pas dans GLHF ce soir, revenir vraiment sur un peu l'histoire des arènes dans l'e-sport et revenir un peu sur ce phénomène K-Corp et qu'est-ce que ça va être vraiment eux leur arène e-sport, tout simplement». Exactement. Bah, c'est extrêmement intéressant que tu abordes justement cette question et que ce soir on en discute parce qu'évidemment, en fait, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps dans le monde de l'e-sport. Ça a été l'une des forces de l'e-sport pour grandir, hein, de ne pas avoir justement de délimitation géographique. On sait qu'aujourd'hui, un club de foot va beaucoup reposer sur ces communautés qui, du coup, vivent là où se situe le club de foot. On peut voir, du coup, les compétitions, les forces entre l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain. C'est des clubs qui étaient extrêmement situés. Pendant très longtemps, ce n'a pas été le cas dans l'e-sport, avec des équipes qui étaient parfois nationales, souvent internationales, ça dépendait des jeux, des scènes. Mais aujourd'hui, en fait, il y a un phénomène inverse à celui que que peut connaître certains clubs de foot qui vont essayer de s'internationaliser. Aujourd'hui, dans l'e-sport, on essaie de se relocaliser pour être plus proche des joueurs, pour être plus proche justement des territoires. Et c'est un peu ce qu'a réussi à faire la K-Corp. Alors, c'est pas le premier club à essayer de se relocaliser, mais c'est le premier club, du moins tu nous en parleras juste après, à avoir une annonce qui va autant faire parler parce qu'elle est unique en son genre et je vais pas spoiler ce que tu vas nous raconter juste après. Ouais, mais complètement d'accord avec toi. En fait, pendant longtemps, on pensait, et peut-être que c'est toujours le cas, l'avenir nous le dira, mais que l'une des forces de l'e-sport, c'était justement le fait qu'il n'y ait pas de frontières, entre guillemets. Bon, pendant longtemps, on a dit l'e-sport n'a pas de frontières parce qu'on était dans le monde du digital et ça a été la stratégie de beaucoup de clubs d'e-sport. Et pour avoir travaillé notamment chez Team Vitality, ça a été une de leurs stratégies de se dire, OK, nous, on ne se cantonne pas à être le club parisien, mais justement, on va communiquer en anglais pour aller toucher un public international. Et là, maintenant, on commence à voir, comme tu l'as dit, une tendance où les clubs essaient de se relocaliser, et c'est notamment le cas de la KC. Mais si on revient un peu dans toute l'histoire, l'historique un peu des arènes e-sport et comment c'est arrivé, mais en fait, déjà, ça a commencé dans les années 2000 et notamment en 2004, où il y a l'OGN, donc c'est Lone Game Net. C'est une chaîne de télé en Corée du Sud qui est spécialisée dans la diffusion de contenu e-sport sur le jeu StarCraft à Séoul. Donc là, on est dans les années 2004, hein, on parle bien du jeu StarCraft qui était bah, le jeu de référence, hein, à l'époque. Et bien, cette chaîne de télé, ils décident de lancer leur propre arène dédiée donc à StarCraft. C'est une arène qui a servi de modèle ensuite pour plein d'autres équipes qui, bah, tout simplement, qui ont été, enfin plein d'autres équipes qui vont construire leur stade juste derrière. Et en fait,
heureusement qu'ils ont fait ce premier pas puisque, certaines de ces arènes vont marquer l'histoire de l'e-sport et pour continuer donc un peu cette histoire, on arrive dans les années 2010 où là, en fait, il y a toute une expansion mondiale des arènes e-sport. Ça devient vraiment la mode un peu pour, tous les gros clubs et il y a donc d'autres, acteurs qui commencent à développer leurs arènes. Par exemple, on a la Blizzard Arena à Burbank en Californie. Là, les locaux, ils étaient à l'origine des studios de télévision. Ils ont été rénovés pour devenir la maison des compétitions du jeu Overwatch et Hearthstone de l'éditeur Blizzard. En 2017, on a eu aussi, par exemple, le Shanghai Mercedes-Benz Arena en Chine. Principalement, il était utilisé pour d'autres événements, mais il a aussi accueilli plein de grands tournois e-sport en tout genre. Et notamment, pour ceux qui sont vraiment fans de LoL, c'est l'arène qui a accueilli les Worlds de League of Legends en 2017. Donc ça parlera peut-être à certains. Je ne sais pas si tu les as vus, toi, Oui, Krios. oui, si, si, je les ai vus, si, si. Ok. J'ai cru que j'étais muté, autant pour Euh, moi. Non, 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 je t'en prie. Ensuite, en 2018, donc là, dans les annonces de la CACORP, donc eux, ils disaient que c'était voilà, une première en Europe. Et bien effectivement, parce qu'il y a eu des projets en Europe, Mhm. c'était le cas en 2018 où il y a par exemple le groupe Astralis, donc, qui est une équipe d'e-sport danoise, qui a annoncé des plans pour créer une installation e-sport dans le district de Vesterbro, j'espère que je le prononce bien, à Copenhague. Et donc ces locaux, ils l'ont appelé le l'Astralis Nexus. Mais là, on ne parle pas d'un stade traditionnel ou d'une arène, mais on parle plutôt d'un centre de performance. Donc c'est un lieu tout simplement où les fans se rencontrent avec un espace cybercafé, un espace de détente, un café, une boutique et comme par exemple, vous pouvez le reconnaître chez Team Vitality qui a exactement le même Exactement. concept, Mhm. sur Paris. Autre exemple aussi, en 2019, on a eu Complexity Gaming qui s'est associé à l'équipe de football américaine des Dallas Cowboys et ils ont ouvert un GameStop Performance Center à Frisco, dans l'État du Texas. Mais là, encore une fois, ici, on parle plutôt d'un centre d'entraînement, un centre de performance, mais pas d'une arène. Donc cette fois-ci, qui était dédié entièrement pour l'équipe Complexity. Donc ça, c'est dans les années un peu 2010 et ensuite on arrive dans les années 2020 et là, c'est un peu l'ère des super arènes, c'est-à-dire que tout va vraiment prendre une grande ampleur mais en même temps, en France, ça a été, totalement différent, en fait. Donc là où partout, il naît cette grande émulation un peu des arènes et en plus à titre personnel, petite anecdote, à l'époque je travaillais, pour la filiale événementielle du groupe La Dépêche du Midi, donc qui est un média référent en région Occitanie, un journal avant tout. Et on avait et en fait, en même temps, il y avait un projet d'arène qui était en construction sur Toulouse et nous, en tant qu'acteurs événementiels, on avait eu à l'époque des discussions pour proposer des événements e-sport dans cette arène avec un contrat de location. Donc, c'est-à-dire que nous, on louait le lieu et en tant que nous, acteurs événementiels, on pouvait tout simplement délivrer des compétitions e-sport. Sauf que finalement, Covid, Oui. j'imagine, difficulté de trouver un modèle intéressant aussi sur les arènes. Mhm. Eh bien, ce sont des projets qui ont beaucoup peiné à trouver des modèles économiques intéressants et les projets, en fait, vont tous s'essouffler en France. Mais quand je dis tous, c'est-à-dire qu'on avait, dans toutes les plus grandes villes de France, il y avait des projets d'arènes en 2020, alentour 2020 Oui, et quasiment. en fait, c'est ça, ouais, on n'en entend plus parler pendant à peu près, 2 ans. Je sais pas, toi, tu en avais entendu parler, ouais, aussi, de Bah, ton côté? pas tellement en fait, c'est-à-dire que déjà d'une part, je pense que tu as tout à fait raison, avec le Covid, en fait, on a profité de la digitalisation et du fait que l'e-sport, c'est une activité qui peut se faire depuis chez soi, et donc du coup, le projet d'arène est un peu tombé à l'eau. Mais je pense que c'est aussi ce qui, du coup, c'est ce creux qu'on a pu connaître en 2021-2022, qui a fait qu'il y a eu un vrai regain d'intensité et de volonté en fait de retrouver la scène et de se retrouver en fait dans des lieux physiques. Ça a été le cas avec la LEC notamment, qui pendant très longtemps était à distance, et on a vu une perte de motivation. On a également vu du coup une ligue qui peinait un petit peu parfois au niveau de ses audiences. Alors ça change, ça, et je dis pas que la LEC n'est pas une ligue très connue pour du coup son enregistrement sur un territoire, puisque le studio de la LEC à Berlin est vraiment très petit. Mais en fait, voilà, on a senti pendant ces 2 ans le manque de présence en physique. Et du coup, cette absence-là n'a pu que renforcer ce qui du coup s'est passé juste après. Et je trouve que, le petit récap que tu nous fais est particulièrement intéressant, parce que toutes les équipes e-sport ont, à travers leur stratégie, essayé en fait de s'inscrire dans un territoire. Une fois qu'elles se sont aperçues qu'en fait l'internationalisation ça faisait du bien sur les réseaux, il faut aussi fidéliser une clientèle, fidéliser, alors je parle de clientèle mais on pourrait parler de fans plutôt, et en fait il faut des endroits, des lieux pour qu'on puisse se retrouver. Tu parlais de Team Vitality avec le V-Hive, qui est un lieu, un cybercafé, qui ont un centre de performance au sein du Stade de France, si je dis pas de bêtises. Mais en Ouais. fait, comme tu vas l'expliquer juste après, ce sont des exceptions déjà d'une part dans la scène e-sport, il y a très peu d'équipes qui peuvent se le permettre, mais surtout en fait ce ne sont pas enfin, à proprement parler la possession complète d'une arène, comme ce qui a pu être annoncé
par la K-Corp lors du KCX3. Ouais, complètement. Et donc, ce projet vraiment de K-Corp, au final, il est plutôt connu à l'international, mais c'est vrai très peu connu en France. Par exemple, en 2020, il y a eu la Fusion Arena qui a été construite à Philadelphie, aux États-Unis, et c'est aussi une capacité de 3500 places, et ça a été le premier stade spécialement conçu pour l'e-sport en Amérique du Nord, et qui servait de domicile à l'équipe de l'Overwatch League, donc l'Overwatch League qui est Mmh. une ligue tout simplement sur le jeu Overwatch, et qui était basée donc, enfin de l'équipe, pardon, Philadelphia Fusion. Mmh. Et d'ailleurs, pendant cette période, il y avait, Blizzard, en fait, avec l'Overwatch League et c'est l'éditeur qui a voulu pousser la culture des stades dans l'e-sport et ils ont demandé à chaque équipe d'avoir leur stade dans leur ville d'origine pour participer à la ligue. Non, mais ça, c'est fou. Ensuite ouais, C'est fou quand on y pense quand même parce que même les éditeurs, du coup, ont eu cette réflexion et enfin, cette volonté, en fait, qu'il y ait des équipes qui soient inscrites sur un territoire pour peut-être à la fois dynamiser le territoire, mais surtout pour que le jeu ait du sens, en fait, parce que du coup, alors je pense que ça s'est beaucoup inspiré aussi de la NBA et ça a un peu fait du tort, du coup, à l'Overwatch League, qui a voulu trop fermer directement l'accès à sa ligue, alors même que le jeu n'avait pas encore complètement pris. Le choix de YouTube Gaming aussi, parce que du coup, c'était l'époque du combat entre Twitch et YouTube Gaming. Overwatch a été du coup plutôt du côté de la maison mère de Google du coup et c'était un peu malheureux puisque du coup elle a perdu en dynamisme et aujourd'hui d'ailleurs on n'entend quasiment plus parler, c'est dommage. Moi je regardais, je suis très mauvais sur Overwatch mais je regardais la compétition et il y avait aussi une dynamique par équipe et par pays avec la Coupe du Monde en fait d'Overwatch qui était très connue parce que justement le jeu avait à cœur de vraiment mettre en avant en fait à la fois l'aspect la nationalité donc l'aspect communautaire autour du jeu mais également la localisation. Il y avait d'ailleurs une équipe française, je crois que c'était les Paris, j'ai oublié, Paris Eternal, c'est Paris ça, ouais. Eternal, exactement, qui du coup, eux aussi, avaient été localisés directement sur Paris. Mais donc vas-y, je te Ouais, laisse complètement. continuer. Pour terminer un peu sur ce point-là, historique, pour ceux qui vraiment sont intéressés par ce sujet quand même, moi je peux vous recommander de regarder 2 arènes qui existent et qui sont quand même, mythiques. Il y en a une qui a été construite enfin les 2 ont été construits d'ailleurs en 2021. Il y a l'EDG donc en Chine qui a Hmm. ouvert son propre stade e-sport donc à Shanghai et qui a renforcé donc sa présence en tant que l'une des plus grandes équipes de League of Legends du pays. Et si on reste sur le jeu League of Legends, bien évidemment, il y a T1, donc qui est certainement l'équipe la plus légendaire sur le jeu League of Legends, qui a donc son arène qui est en Corée du Sud et qui a construit donc la T1 Center. C'est une arène cette fois-ci qui est dédiée et qui servira de domicile à l'équipe e-sport et qui offre une expérience qui est aujourd'hui inégalée pour les fans. Et c'est complètement fou en fait parce que du coup, c'est là où on se rend compte en fait du poids et du pouvoir que la KC a eu en si peu de temps. C'est que les deux équipes que tu viens de citer, ce sont des mastodontes dans leur région. T1, on parle de plusieurs championnats du monde conquis. On parle d'une équipe qui est là depuis les balbutiements, depuis la saison 2, je crois, si je dis pas de bêtises, de League of Legends, ce qui est en fait, quand on y pense, complètement fou. On parle de EDG aussi, qui est du coup déjà sur la terre d'un des pays qui a le plus de talent sur League of Legends, la Chine continentale, et d'une équipe en plus qui est extrêmement puissante d'un point de vue financier, etc. Et quand on compare ça, ne serait-ce qu'à la scène e-sport en France, c'est complètement fou de se dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des annonces comme celle que la KC a pu faire la semaine dernière. Ouais, complètement. Et donc, c'est un peu à ce moment-là, on se demande, mais alors, qu'en est-il pour la casser un peu dans tout ça? On a entendu beaucoup de choses, mais d'abord, un petit donc, retour en arrière rapide pour ceux qui peut-être nous ont rejoints. Donc, samedi dernier, pendant le KCX, Arthur Perticos et Kameto, donc les CEO du club, ont annoncé que le KCX allait avoir son stade, donc en 2024, en collaboration avec Grand Paris Sud. Et donc, ils ont annoncé que c'était une première en Europe, ce qui est donc est vrai. Mais donc là, évidemment, les fans sont très heureux, hein, une annonce devant Mm. 30 000 personnes en physique et encore plus en digital. Et de suite, Twitter s'emballe et on entend un peu de tout. Cassé propriétaire de son stade, non, Cassé loue un stade, Cassé partage un stade avec des soirées loto du troisième âge, pas les premiers en Europe, PTDR, bref, Twitter, quoi, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut entendre. Je Ouais. profite pour rebondir sur ce que tu dis là, parce que du coup, bah, je vois justement, je conduis un Jumpy qui reste dans le chat, qui nous parle du modèle influenceur Carmine, on y reviendra après. Mais en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est cette réaction des fans qui sont suffisamment impliqués dans la vie de leur structure pour se poser les questions. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît pas, c'est que quand on prend des sports plus classiques, des personnes qui sont extrêmement intéressées, c'est pas des questions qui reviennent nécessairement. Mais là, il y a vraiment eu tout un élan de la communauté gaming et e-sport, parce qu'en fait, c'est aussi une marque de reconnaissance que de réussir, et peu importe en fait l'équipe pour laquelle qu'on supporte. Moi, je pense que les maillots derrière moi me trahissent. Mais du coup, en fait, on s'aperçoit et on se rend compte que du coup, aujourd'hui, l'e-sport est reconnu comme étant véritablement une activité prolifique, déjà d'un point de vue économique pour un territoire,
mais également une activité qui existe. Et du coup, on en parlait plus tôt lors de la première partie de Good Luck Have Fun avec Thibaut, mais en fait, ça fait justement du jeu vidéo un objet culturel à proprement parler qui peut justement, qui a plusieurs façons d'évoluer, de vivre, et notamment l'une de ces façons, c'est à travers du coup cet esprit compétitif. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, et justement, je te laisse continuer ce que tu étais en train de dire. Non, non, mais entièrement d'accord avec toi. Mais du coup, alors, nous, dans cette émission GLHF, on a essayé un peu de démêler le vrai du faux et notamment en se penchant sur le communiqué de presse, les annonces et travaux de Grand Paris Sud, un peu, tout le récapitulatif qu'il peut y avoir. D'ailleurs, on tient à remercier, pour ceux qui ne le suivent pas sur Twitter, mais Nicolas Bezombe, donc c'est Ouais. arobase Nico Bezombe, qui est chercheur dans l'e-sport et qui a fait un travail de qualité avec un thread Twitter qui, répertoire un peu toutes les actions qu'il y a eu sur ce Yes. ce chantier, dans nos mains aujourd'hui Nico et donc, Besson qui, je te coupe encore une ouais. fois, désolé, mais Nico Besson qui est passé sur Good Luck Have Fun. Waouh! Bah, ça, c'est la classe. On Ça, c'est quand même était, grande, grande il était classe. dans son jardin tranquille, et il nous racontait un petit peu son expérience avec du coup bah, ses études, son parcours, etc. Et c'est accessible sur ma chaîne YouTube. Donc évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce replay qui date maintenant d'une autre époque, hein. Ça fait 2 ans, donc l'émission a Ah ouais, bien mais évolué, mais ça fait toujours très plaisir. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des personnes aussi intéressantes à, à interroger. ah ouais, mais et puis bien Nicolas Bézombe, référence bien évidemment, donc Ouais. je ne peux que vous recommander aussi d'aller le voir et j'irai le voir aussi du coup, du coup ultra intéressé. C'était très En rigolo. tout Je suis désolé, hein, ouais. Non, non, vas-y, mais vas-y, bien c'était sûr. super rigolo parce qu'en fait, du coup, dans le chat, mais je crois que le chat n'était pas retransmis sur mes VOD à l'époque, mais Ouais. dans le chat, il y avait du coup beaucoup de personnes de la Carmine Corp. Et du coup, et du coup, en fait, je me Ah! suis retrouvé, j'ai pas quasiment perdu mon rôle d'intervieweur à l'époque. J'étais plus du tout journaliste ou, enfin, journaliste. Je suis pas journaliste à proprement parler, mais je ne posais quasiment plus de questions parce qu'en fait, il y avait du coup Nico Besson qui interagissait avec bah, plusieurs membres dirigeants de la Carmine Corp, qui du coup étaient Ouais. en train de discuter avec lui et tout, et c'était assez rigolo de voir du coup les différentes interactions, et du coup, je trouve que c'était un des épisodes, c'est un des épisodes en tout cas qui moi m'a beaucoup plu à construire et à faire, parce que bah déjà Nico Besson, moi je le suis depuis très longtemps, mais surtout parce que c'est au-delà d'être une figure de l'e-sport, c'est quelqu'un qui a un parcours absolument fantastique et particulièrement intéressant. Je te laisse continuer sur ce que tu me disais, Non, non, mais Hugo. et tu sais, que j'ai eu un flashback du coup en même temps parce que je me rappelle très bien et j'ai vu cette émission d'ailleurs et que, effectivement je me rappelle d'une discussion avec, Xavier Oswald dans le chat sur la Exactement. définition de l'e-sport. Donc oui, effectivement, il y avait des personnes, de la C'était Cassée rigolo. C'est dans le rigolo chat parce et je que me en rappelle, c'était fait, incroyable. on est en post-show, donc on est tranquille en fait, mais sur mon émission, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui sont genre super connus, qui sont passés alors que genre à l'époque, j'avais une moyenne de 5 6 viewers, et du coup, il y avait Xavier Oswald quand même qui était une grosse figure. Je sais aussi que l'un des joueurs phares de l'équipe CS:GO de Team Vitality était passé sur l'une de mes émissions, C'est vraiment, trop cool, trop ouais, bien. et enfin, c'est ultra drôle parce qu'en fait, c'est là aussi où on voit le pouvoir de Twitch et le pouvoir, la proximité en fait entre les gens qui supportent l'e-sport et l'activité en elle-même. Et du coup, on en vient justement avec ce qui a fait grand bruit, en fait, cette annonce de stade par la Carmine Corp, parce que c'est aussi ça qui est au cœur de l'e-sport, cette proximité avec l'ensemble des personnes qui sont intéressées par le milieu. Et cette proximité, elle se retraduit aujourd'hui dans la possession d'un stade pour la Carmine Corp. Ouais, complètement. Donc si on reprend un peu tous les acteurs, qui sont un peu sur ce projet, donc premièrement, bon, on a le club, hein, Carmine Corp. C'est certainement le club d'e-sport le plus populaire en France, aujourd'hui et Ça me fait ensuite mal on ce a que donc tu les dis. collectivités. Ça te fait quoi, pardon? Ça me fait mal ce que tu dis. Ah, ça te fait mal? Bah, écoute, j'ai travaillé chez Team Non, Vitality mais c'est mais vrai, hein, c'est quand vrai. même, club d'e-sport Bien le plus sûr, populaire, je pense qu'on peut quand même, bien on sûr, peut quand même être d'accord là-dessus. bien En sûr, tout bien cas, ouais, sûr. je suis d'accord avec moi-même, Non, mais t'as mais complètement raison. et puis donc on a donc et ce côté club, mais aussi donc les collectivités et administrations et à l'intérieur on y retrouve donc Grand Paris Sud et la ville-préfecture d'Évry-Courcouronnes, donc qui est dans le 91. Donc la ville, elle, c'est simple en fait, elle héberge l'arène, hein, tout simplement, parce qu'elle sera située dans cette ville. Et pour Grand Paris Sud, eh ben, eux, ils sont à l'initiative de cette opération. Et il faut savoir que Grand Paris Sud, déjà c'est une agglomération en fait qui regroupe 23 communes entre la Seine-et-Marne et l'Essonne. Ils ont une grande histoire en fait avec l'e-sport qui a été initiée 2 ans plus tôt et avec de multiples projets. Leur objectif en fait, c'est de créer toute une économie qui est liée à l'e-sport, qui va de la formation jusqu'à la mise en œuvre de, projets, majeurs. On dirait presque un hashtag ad, mais ce n'en est pas un. Mais, parce que tout simplement, en fait, à titre personnel et ben, j'ai rencontré ces acteurs donc moi, c'était de la MDEF Grand Paris Sud, c'est la Maison de l'emploi et de la formation Grand Paris Sud. C'était en 2021 et 2022
Et en fait ensemble, donc déjà on parle de là, un peu plus d'1 an en arrière, on a créé une formation d'e-sport gratuite de 3 mois, avec Team Vitality et donc moi j'étais en charge de, rédiger un peu tout le programme de formation, le vérifier, faire les échanges avec eux et c'est une formation qui est à destination des personnes qui sont sans emploi ni formation et une formation donc de 3 mois gratuite, ce qui est quand même ultra cool. Ouais, Sauf que, 1er réflexe, moi en tant que professionnel de l'e-sport et connaissant un peu le marché du travail un peu derrière, la crainte que j'avais, c'est de me dire, ok, c'est trop bien tout ça, mais est-ce que derrière, il y a des enjeux d'insertion aussi pour ces jeunes bien sûr. et créer une formation, qu'elle soit gratuite ou pas, si on ne peut pas derrière insérer ces jeunes, ça va être quand même compliqué. Et en fait, j'ai été totalement rassuré parce qu'en fait, la MDEF, ils ont été très clairs avec nous. En fait, ils veulent les créer, ces postes, que ce soit dans les médiathèques, dans les villes et dans les stades. Bah, eux, ils veulent apporter cette dynamique de l'e-sport un peu partout parce que, effectivement, pour eux, c'est un phénomène culturel. Et là où des fois, on peut se dire qu'on va être des fois face à des personnes de 40, 50 ans en réunion à devoir expliquer l'e-sport, là, c'était pas du tout le cas en fait. Eux, ils connaissaient très bien le sujet. Ça faisait longtemps qu'ils suivaient tout ça. Ils ont des personnes en interne qui sont vraiment très bien qualifiées. Et donc, pour nous, en fait, en tant que club d'e-sport et qui n'est pas rentable, je le rappelle, mais en fait, c'est un peu du pain béni parce que c'est-à-dire que, donc moi, je travaille sur la diversification des revenus, enfin marketing pour la diversification des revenus et donc là, en fait, on se retrouve avec un club qui va pouvoir, diversifier ses revenus grâce à la formation et en proposant, ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire, former un peu la jeunesse de demain, à l'e-sport. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant aussi dans ce que tu dis. Je reprends l'intervention de Je conduis un Jumpy dans le chat qui dit qu'en fait aujourd'hui l'insertion elle n'est pas suffisante pour créer des formations. Euh, mais c'est justement là aussi où on voit l'importance de l'implication des pouvoirs publics. C'est qu'en fait aujourd'hui les postes ils peuvent exister. Il y a clairement de quoi faire et de quoi développer une activité. On parle d'e-sport, mais en fait autour de l'e-sport, comme on l'a dit déjà, il y a le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo qui est immense et je pense que ce sont des compétences transverses. On peut aussi bien travailler dans une équipe e-sport et dans un éditeur de jeux vidéo. Dans beaucoup d'éditeurs qui ont des grosses scènes e-sportives, il y a des départements entiers qui s'occupent justement du jeu parce que ça coûte beaucoup d'argent aux éditeurs, il faut le rappeler. Quand on prend par exemple Riot Games, il y a un investissement colossal qui est fait derrière la LEC, derrière la LFL, derrière la Div 2, derrière l'Open Tour, même si parfois ça peut paraître trop peu par rapport à notre passion pour le jeu, mais pour l'éditeur, en fait, en tout cas, c'est un coût. Alors après, il s'y retrouve souvent, je dis pas le contraire, mais c'est un coût. Et donc, du coup, c'est des métiers qui existent, même s'ils ne sont pas directement liés à une équipe e-sport comme la Carmine Corp, c'est des métiers qui existent et former pour ces métiers-là, c'est extrêmement important. Parce que c'est en formant aussi que vont se développer des programmes adéquats, de nouveaux métiers, par exemple l'accès aux jeux vidéo dans les médiathèques, dans les bibliothèques à travers toute l'île de France et puis toute la France, pourquoi pas. Et aussi, c'est là la grosse force de Grand Paris Sud, c'est quand on s'intéresse aux jeux vidéo, on s'intéresse aussi aux plus jeunes. Et je pense que c'est quelque chose que la politique fait trop peu, et je me réserverai de tout commentaire à ce sujet. Mais en fait, il faut s'intéresser à ce qui passionne le plus les nouvelles générations, parce que c'est ces personnes-là, c'est ces plus jeunes qui vont porter, encore une fois, l'activité économique de notre pays dans quelques années, qui vont consommer, qui vont travailler, qui vont créer, encore une fois, vraiment autour de ce qui les attire, de ce qui leur plaît. Et le jeu vidéo en fait partie. Évidemment, c'est quelque chose, c'est une évidence aujourd'hui. Ce qui aurait pu paraître complètement fou il y a 10 ans, même 5 ans en fait auparavant, aujourd'hui, on ne voit pas, on n'entend plus parler du jeu comme quelque chose que font quelques jeunes chez eux derrière leur PC. Le jeu vidéo, c'est une vraie activité qui peut être sociale, qui peut être parfois même économique avec les jeunes qui se streament, etc. Il y a des pratiques de jeu qui sont énormes. Et je pense que c'est ultra intéressant aujourd'hui enfin, que tu abordes ça avec nous, Hugo, parce qu'on voit aussi le pouvoir et le poids de la Carmine Corp et de toutes les équipes e-sport aujourd'hui. C'est qu'en fait, elles sont en train de mettre les premières pierres d'une industrie qui est en cours de construction. Et en fait, cette construction-là, cette évolution-là, fait que on peut jamais évidemment imaginer le futur ou quoi, mais il y a une vraie dynamique qui se met en place, il y a une vraie tendance qui est que le jeu vidéo devient une pratique de plus en plus acceptée socialement, donc un objet culturel qui se défend, donc un objet légitime, et grâce justement aux chercheurs, grâce aux joueurs, grâce aux professionnels de l'e-sport. Et en fait, c'est toute cette évolution qui fait que le secteur est très très porteur aujourd'hui. Et il faut bien se rendre compte, il faut voir le nombre de marques qui s'intéressent au secteur, il faut voir le nombre de clubs de foot aussi qui se rapprochent, de clubs de sport qui s'intéressent à tout ça. Moi, je sais qu'il y avait des partenariats entre des clubs de basket et des clubs associatifs d'e-sport. C'est vous dire à quel point on s'intéresse à ce milieu-là. Et du coup, en fait, c'est pour ça que quand on parle d'insertion professionnelle, aujourd'hui, on peut dire évidemment ça va être compliqué de trouver un métier et Nico Besson m'avait fait une excellente infographie. Trouver un métier dans l'e-sport, c'est très très dur. Mais quand on apprend
une compétence pour l'e-sport, c'est une compétence qui est transverse, qu'on peut aussi bien mettre en place pour l'industrie du jeu vidéo, qu'on peut mettre en place pour les collectivités territoriales, les collectivités locales, qu'on peut mettre en place dans une bibliothèque également, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'on peut mettre en place dans d'autres industries. Et finalement, en fait, c'est parce qu'on pousse les formations que du coup vont se créer aussi tous ces débouchés qui sont si importants. Et la Carmine Corp fait partie justement de ceux qui poussent et de façon extrêmement bien faite, qui poussent en fait cette création-là de métier parce que ils s'intègrent dans un territoire en banlieue en plus, donc c'est un message qui est très fort, c'est un message qui est aussi très beau, je trouve, parce que ça va permettre de dynamiser ces territoires-là. Et aujourd'hui, le dynamisme, il est extrêmement important pour attirer de nouvelles personnes, pour attirer une activité économique, et c'est cette activité économique qui ensuite, comme on l'a dit plus tôt, va à la fois bouleverser les mentalités qui évoluent déjà, mais va aussi permettre l'insertion et la création de nouveaux emplois. Ouais, complètement et surtout alors je rebondis un peu sur, ce qui est dans le chat, mais je vois les mentalités évoluent aussi et c'est vrai et en plus les mentalités évoluent à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que chez les jeunes, mais aussi dans les organisations et ça a été le cas, pour le coup de Grand Paris Sud qui ici, en fait, tient parole parce que là, ce dont on se parle, ça fait, ce sont des opérations qui durent depuis 1 ou 2 ans, ce qui reste très court quand même, à l'échelle de l'e-sport et aujourd'hui donc la formation qui s'appelle Level Up, elle est toujours en cours. Le week-end prochain, par exemple, il y a un tournoi de détection sur FIFA qui est organisé aussi dans la zone Grand Paris Sud, Ouais. où les gagnants rejoindront une académie e-sport, donc qui rejoindront Atlantid Wave. Il y a aussi des ateliers e-sportifs qui sont faits dans les écoles primaires et qui sont organisés avec AAA Gaming, donc le média Pédagogeux et France e-sport. C'est vraiment la soirée Nicolas Bezombes, parce que je sais que Nicolas Bezombes fait des ateliers, fait certains de ses ateliers en école primaire. Et notamment donc, le projet du stade de la Carmine qui va voir le jour en 2024. Donc en fait, si on résume un peu tout ça, la Carmine Corp sera donc locataire du stade. Elle va payer un loyer pour l'occuper, certainement à un prix avantageux pour en échange faire rayonner l'e-sport dans la zone de Grand Paris Sud. Cette arène, ce n'est pas une arène qui est nouvelle, elle existe depuis 1975, mais elle est en projet de rénovation depuis 2021, où il y a des architectes qui ont travaillé donc sur des plans pour rendre le lieu vraiment sympa. Et au niveau des caractéristiques, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'annoncé, mais j'ai quand même mené ma petite enquête et avec des petites news croustillantes parce que je connais des petites personnes qui travaillent notamment sur ce projet. Et globalement, attendez-vous vraiment, de ce que moi on m'a dit en tout cas, à un bijou technologique, tant sur le plan environnemental, ce qui fait vraiment plaisir pour le coup, mais autant sur le plan expérientiel, parce que oui, ils travaillent avec donc Riot Games, Ubisoft, Orange, Cisco, qui est le leader mondial dans les solutions de réseau et cloud, et enfin voilà, donc ça sont tous les acteurs qui travaillent avec Grand Paris Sud et Carmine Corp pour concevoir la meilleure arène possible. Le stade, il pourra accueillir donc 3000 personnes. Les fans pourront venir voir des matchs de leur club préféré. Mais alors, quel match? Là, aïe aïe aïe, c'était un peu aussi une des Ça va questions être compliqué que les ça. personnes se posaient sur Twitter. Et ben, en effet, ouais, c'est l'une des craintes parce que beaucoup de compétitions de la Carmine Corp sont actuellement en physique à Berlin. Et bien, pour le savoir, là maintenant, il faudra attendre les prochaines annonces. Ouais, non, mais complètement. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose dont tu as parlé plus tôt, ce sont les ateliers, notamment organisés par différents acteurs dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu fou, on peut se dire, mais à quoi bon? Mais en fait, c'est véritablement apprendre à ces plus jeunes, aux tout jeunes en fait, à comment se comporter en ligne, comment se comporter sur les jeux, qui va faire qu'en fait, on va faire grandir la scène également. On parle beaucoup, par exemple, j'avais eu un super épisode de Good Luck Have Fun à ce sujet de la toxicité dans les jeux vidéo. Mais en fait, c'est parce que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup trop tard. Quand on va dire à quelqu'un qui a 18, 19, 20, 25, parfois 30, parfois même 35 ans, bah là, ce que tu dis, c'est pas top, la personne, elle l'écoutera pas. Par contre, un plus jeune, si on lui dit, mais quand tu parles à quelqu'un en ligne, tu parles à une personne humaine qui est certes derrière un écran, mais qui existe quand même, qui peut souffrir de ce que tu dis. C'est comme ça qu'on fait changer et qu'on fait évoluer les mentalités. Et c'est pour ça qu'en fait, là, on se rend compte aussi de tout l'impact que va avoir cette collaboration entre Grand Paris Sud et la Carmine Corp. C'est qu'on va permettre dans 5 dans 10 ans, d'avoir des espaces beaucoup plus sains. Et ces espaces beaucoup plus sains aussi, ça va faire grandir déjà la diversité au sein de l'e-sport, donc au sein des industries qui existent et qui coexistent autour de l'e-sport. Ça va permettre aussi l'arrivée, j'espère, l'établissement, on l'a vu avec Team Vitality qui vient de sortir aujourd'hui même un maillot pour son équipe féminine de League of Legends, la Carmine Corp qui a une super équipe sur du coup dans la scène compétitive féminine Valorant. Aussi cette mixité dans les jeux, dans l'e-sport qui n'est pas assez présente aujourd'hui parce qu'il y a trop peu de femmes représentées et c'est une évidence, hein,
hein, quand on a pour 100 joueurs, j'exagère le trait, hein, mais on va avoir 99 hommes pour une femme, c'est évident que sur les 99 hommes, on pourra trouver une ou deux pépites, là où sur une femme, bah, il faudra attendre tout simplement 100 ans pour trouver ce même nombre de pépites. C'est une question statistique, hein, c'est de la data, c'est des chiffres. Et donc tout ça, en fait, c'est extrêmement important et je pense qu'on va dans le bon sens grâce à cette collaboration entre les pouvoirs publics et les acteurs du jeu vidéo et de l'e-sport. Et il faut savoir aussi, c'est probablement pas une première, mais moi je parle avec mon regard un peu centré, franco-français. Cette collaboration-là aussi, elle fait rayonner la France à l'international. Aujourd'hui, un pays de même pas 70 millions de personnes a un impact dans le jeu vidéo et dans l'e-sport qui est colossal. Sans parler des éditeurs, on a Ubisoft qui est l'un des plus gros éditeurs, on a des éditeurs qui sont reconnus, des éditeurs qui ont créé Detroit Become Human par exemple, Quantic Dreams, on a Dontnod avec de superbes jeux, on a Gameloft avec les jeux mobiles, etc. On a beaucoup d'éditeurs très connus, on a des équipes e-sport qui sont parmi les plus représentées, Team Vitality on en parlait plus tôt, la Carmine Corp, et en plus de ça maintenant on a des pouvoirs publics qui s'investissent. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas en tant que passionné d'e-sport, hein, moi j'en consomme tous les jours quasiment, bah, c'est une excellente nouvelle en fait. Et cette excellente nouvelle-là, elle est portée la semaine dernière par la Carmine Corp, et je pense qu'elle met vraiment en avant, et elle met justement la passion qu'on a tous pour cette activité-là au cœur du débat. Et donc, au-delà de dire oui, c'est Vitality qui avait le premier stade, oui, c'est la Carmine Corp, oui, c'est ci, oui, c'est ça. Déjà, factuellement, c'est la Carmine Corp qui possède ses propres arènes. Mais au-delà du factuel, en fait, cette nouvelle-là, elle est bénéfique pour toute l'industrie. Et ça, c'est quelque chose quand même de très important à rappeler. Ouais, complètement. Bah, comme toi, je reste assez persuadé que plus on aura de physique dans le jeu vidéo et plus les mentalités vont aussi évoluer parce que c'est beaucoup plus facile d'être toxique derrière un écran qu'en face. Et je pense que la pédagogie passe beaucoup mieux Bien sûr. en physique aussi. Et je vois qu'il y a plein de messages dans le chat, ça fait super plaisir. Merci, merci Ouais, beaucoup à tous. merci Je voyais beaucoup qu'on tout le parlait monde. d'Orcs Grand Poitiers aussi avant, bien évidemment. Il y a beaucoup de territoires en général qui sont investis dans l'e-sport. On pense à Orcs Grand Poitiers. Je pense aussi à la région Occitanie, notamment avec l'Occitanie e-sport qui s'est beaucoup développée Ouais. pendant plusieurs années, avec toute l'émulation qu'il y a autour de Montpellier aussi. Donc ouais, ça fait plaisir maintenant de voir Grand Paris Sud qui avance Et encore plus c'est dans ce important en sens-là. soi. C'est très important et je suis content que tu le mentionnes parce que déjà, Montpellier il y avait les finales de la LEC. C'est dire aussi que ça a un rayonnement qui dépasse les frontières françaises et même parfois les frontières européennes. Mais en plus de ça, et moi je trouve ça mais absolument fascinant et extrêmement intéressant, c'est que avec Grand Paris Sud, aujourd'hui, on sort un petit peu du centre névralgique qu'est Paris dans l'e-sport. Vitality a par exemple son centre de rencontre, le V-Hive entre supporters et de performance slash cybercafé en plein cœur de Paris, c'est très bien et c'est important, mais aussi offrir ce genre d'activité, ce genre de nœud économique et de nœud e-sport, hein, là où se retrouvera la passion de tous les femmes K-Corp, au-delà des frontières de Paris, c'est extrêmement important parce que ça permet d'inclure aussi des personnes qui vivent du coup en dehors de Paris, qui sont loin et qui pourraient parfois même être considérées comme étant déconnectées de ce territoire parisien qui est extrêmement limité et qui en plus est, enfin, de par sa difficulté, de par son, j'allais dire, c'est pas une richesse, mais c'est comment dire, je trouve plus mes mots, mais de par, ça coûte extrêmement cher de vivre sur Paris, ça exclut volontairement ou involontairement, ça a été le cas de beaucoup de politiques publiques depuis très longtemps, des communautés, des certaines personnes qui se sentent du coup beaucoup moins impliquées dans les projets sport. C'est très important de les réimpliquer, c'est ce qu'a fait la Carmine Corp aussi. C'est qu'ils ont réussi, et ça je pense que c'est vraiment super super cool, c'est qu'ils ont réussi à réimpliquer toute une communauté qui pouvait se sentir dépassée par une activité qui ne les concernait pas. Et ça, en fait, c'est aussi le pouvoir politique du jeu vidéo, c'est de permettre de dire à tout le monde, mais vous êtes représentés, vous êtes important, et c'est quelque chose de très très important, que ce soit pour les femmes dans le jeu vidéo, pour les personnes racisées, on n'en parle pas et on le voit pas assez, mais il y a trop peu de personnes racisées dans le monde du jeu vidéo, et ça demande un effort collectif, et cet effort collectif, aujourd'hui, il est en train d'être fait, et ça ne peut être que bénéfique pour notre industrie, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Ouais, complètement. Je voyais que dans le chat, ça défendait beaucoup aussi la cause féminine, bien évidemment, Ah, s'il vous évidemment, plaît. c'est On a trop hâte de voir beaucoup plus de filles dans le jeu vidéo. complètement. En général, on nous parle de Tonon aussi, Tonon e-sport, Terre d'e-sport. Attention, parce qu'il y en a qui viennent de Tonon dans le chat, alors attention, attention. Euh, mais voilà, globalement, un peu pour ce sujet, arène, l'historique un peu des arènes et le côté donc lié à la Carmine cette Ouais. fois-ci.
En tout cas, le show était incroyable, et je pense que ceux qui ont pu le suivre, ne pourront qu'en témoigner. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, encore une fois, ça fait vraiment plaisir à voir et merci beaucoup de m'avoir laissé, Non, présenter cette chronique. mais c'est vraiment absolument passionnant ce que tu nous dis et je pense qu'on voit aussi l'importance de ces arènes, on voit aussi l'importance que la Carmine Corp peut avoir sur la scène e-sportive et je parle, alors évidemment, hein, j'apprécie particulièrement la structure Team Vitality parce qu'elle existe depuis toujours pour moi, hein. J'ai connu l'e-sport avec Team Vitality. Mais, euh, mais je pense qu'on peut dire aussi de façon très, très sincère que la Carmine Corp a apporté quelque chose, une nouvelle dynamique, à la fois en France, mais aussi à travers le monde. Et je pense que c'est très très important d'avoir de plus en plus cette puissance de représentativité au sein des équipes e-sport qui justement en fait pousse toute la scène à faire mieux. Et je pense que c'est ce que fait la Carmine Corp, aussi bien pour Team Vitality que pour d'autres équipes. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et moi je suis... voilà, honnêtement, je suis extrêmement heureux de voir cette annonce du KCX3. Moi, je m'attendais à l'annonce LEC. Bon, elle arrivera pour plus tard, si j'ai bien compris, parce que je suivais en live et j'ai cru comprendre que ça devrait se faire d'ici à la fin de l'année. Alors après, rien n'est sûr, mais bon, voilà, mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, ce que fait la Carmine Corp, c'est déjà s'introduire sur un territoire, c'est très important. S'introduire dans un territoire en banlieue parisienne, c'est d'autant plus important que ça permet d'inclure, ça permet de dynamiser économiquement, socialement, culturellement un territoire à travers le jeu. Donc c'est très important. Le jeu devient un objet politique qui permet à des personnes de se sentir peut-être plus représentées, mieux représentées, écoutées, entendues, mais aussi, en fait, à travers son implication, bah justement, c'est remettre en avant des territoires qui ont été pendant trop longtemps abandonnés, hein, les territoires qui ont été enclavés, les territoires qui n'étaient pas facilement accessibles, qui ont fait de Paris un peu cette terre protégée débile où on paie des loyers beaucoup trop élevés pour ce que c'est, et où en fait on se retrouve dans un entre-soi très violent pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et je pense que c'est des sujets en fait très politiques, mais qui sont abordés par le jeu et par ce que fait la Carmine Corp. Et c'est super, super important. Donc moi, enfin, pour le coup, je suis extrêmement heureux de cette annonce et en plus voir Kamel quasiment ému jusqu'aux larmes parce que bah, en fait c'est son territoire aussi, c'est là d'où il vient, il l'a pas oublié et moi je trouve que c'est très beau et c'est très important pour la scène sportive. Ouais, complètement, entièrement d'accord avec toi, hein. Puis, moi de mon côté qui ai vu aussi, ces projets un peu d'arène, e-sport, on pensait que ça arriverait très vite, puis finalement ça s'est écroulé, puis, là ça revient, sous la meilleure des formes possibles en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui en France, f l je pense que Carmine est la seule équipe qui puisse annoncer ce projet. Alors je voyais dans le chat, Mm. que ça disait, un peu, unpopular opinion, la Carmine se fait carry par ses fans, donc que les fans sont un peu le cœur de Carmine. J'ai envie de dire un peu comme pour tous les clubs Ouais, d'e-sport aujourd'hui, c'est sûr que s'il y a pas de fans et d'audience, aucun club bah tournerait, hein, ça c'est certain. Mais c'est sûr, et je pense que même si vous posez la question à Kamel aujourd'hui, il vous dirait: «Mais bien évidemment que, ouais, Carmine, oui, c'est les fans qui soulèvent ce complètement. projet, quoi». Mais tu vois, pourtant j'étais plus d'accord avec ce qu'avait dit plus tôt, je conduis un Jumpy. Quand il expliquait que la Carmine s'était construite autour de cette figure de l'influenceur, moi je trouve que c'est très vrai, ça c'est ce qui a beaucoup aidé la Carmine à évoluer, à grandir. Autant je dirais pas que la Carmine se fait carrer par ses fans. Évidemment, elle se fait carrer par sa fanbase qui du coup est colossale en fait. Mais je trouve que au contraire, elle sait très bien gérer sa fanbase. Et ce n'a pas été le cas de toutes les équipes e-sport parce que quand on prend le Brésil par exemple, ils ont des fanbases qui sont monstrueuses. Enfin, on se rend pas compte de l'e-sport et de l'impact que ça a au Brésil. Et pourtant, les projets ne sont pas les mêmes. Le rayonnement en tout cas n'est pas aussi important. Enfin, quand la Carmine a annoncé le stade, j'ai vu des reporters de toute nationalité le mentionner. Ça, c'est extrêmement impressionnant. Et c'est ça aussi qui fait la force de la Carmine Corp, c'est qu'ils ont réussi à fédérer la communauté de fans autour de leur blason, autour de leur logo, du Blue Wall, etc. Ce que peu d'équipes ont réussi à faire en fait. Et il y a très très peu d'équipes en e-sport aujourd'hui qui ont une fanbase active. Et ça aussi, c'est un point, je pense, d'amélioration très important pour l'industrie. Mais quand on y pense, en fait, on est quand même dans un modèle où il y a des équipes qui vivent sans aucun fan. C'est fou. Ouais. Et je dis sans aucun fan, sans aucune méchanceté. On prend un Excel en LEC, c'est une équipe qui n'a quasiment aucune, enfin ça se compte sur les doigts d'une main je pense, qui n'a pas de fanbase. On prend même Astralis pendant très longtemps, alors que c'était la meilleure équipe sur CSGO, c'était une question de performance. Et en fait ça qui est fou, c'est que la Carmine a réussi en partie à dissocier la performance de l'appartenance à un club et à ses couleurs. Et je pense que ça, c'est très très fort. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, la Carmine Corp, elle a ce pouvoir à la fois fédérateur et également cette capacité à justement générer de nouveaux contenus, de nouvelles façons de vivre l'e-sport, que ce soit à travers des événements comme le KCX3, que ce soit à travers les stades, que ce soit à travers des équipes féminines qu'on a pu voir sur Valorant, qui sont beaucoup aidées aussi par l'éditeur, mais qui sont quand même là, il faut
investir dans ce domaine-là et je trouve ça vraiment extrêmement impressionnant. Et ouais, complètement, je te Ouais, rejoins, je conduis complètement. un Jumpy GameWard, Easy. Moi, par exemple, j'apprécie énormément GameWard, mais j'arrive pas à je me sens pas représenté par GameWard. Et je pense que la Carmine Corp aussi, ils ont touché un point très sensible mais très important, c'est la question de la représentation dans les jeux. C'est qu'en fait aussi beaucoup d'équipes e-sport ne représentaient pas les joueurs à proprement parler. Ils représentaient une catégorie très spécifique de joueurs. Mais aujourd'hui, la Carmine Corp, elle a cassé en fait cette idée-là, parce qu'elle représente tout le monde, à la fois à travers les figures de leurs influenceurs, et on peut voir avec, bah, il y avait un concert de rap, je crois, pendant le KCX3. C'est aussi un moyen. Le rap, c'est une musique qui est très politisée et qui est très importante aussi. Alors évidemment, j'aurais pas le temps de m'épandre sur ces questions-là politiques. Ce serait très intéressant d'inviter quelqu'un qui est plus expert que moi à ce sujet. Mais en fait, la Carmine Corp a réussi aussi ce pouvoir qui est celui de représenter. Et je pense que c'est ça qui est très fort. Ouais, complètement. Alors c'est vrai que quand on parle de GameWard, Easy Dream ou les structures de Division 2, il faut savoir que quand un club d'e-sport il se crée, globalement, aujourd'hui il existe trois modèles différents, un peu qu'on choisit. C'est un peu comme quand on choisit sa Pokéball quand on débute Pokémon. Alors ensuite, ces modèles tendent à évoluer, mais effectivement, on a soit le modèle qui tend un peu le modèle le plus classique qu'on a connu, c'est le modèle style performance. Donc c'est un club d'e-sport qui est là pour gagner avant tout. Ensuite, on a le club d'e-sport qui est là pour l'influence, c'est ce qu'on a vu arriver un peu plus récemment. Et il y a un troisième modèle qui existe aussi, c'est un peu le modèle annexe. C'est un peu ce club d'e-sport qui a une activité annexe et presque son modèle économique est basé sur cette activité annexe. Donc quand on parle par exemple de GameWard, GameWard, ils ont une agence à côté qui s'appelle Ça, c'est Sigma très eSport. fort. Mm. Et c'est ça exactement. Et en fait, ils font du conseil, de l'événementiel pour des marques. C'est le cas aussi de Team Geo, par exemple. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que, évidemment, les clubs d'e-sport qui tendent à aller chercher des modèles économiques rentables, et ben, tous vont essayer d'un peu aller chercher ces diversifications Mm. et d'aller un peu piocher les stratégies des autres. C'était le cas chez Team Vitality pour avoir travaillé sur la diversification. On s'est plongé notamment aussi sur ces activités annexes et événementielles pour du B2B, du B2C, etc. On s'est penché sur la formation aussi parce qu'on pense qu'il y a un marché de la formation qui est intéressant dans l'e-sport aussi. Mais voilà, oui, oui, je vois Géo, GameWard, Misfit avant et les Ouais. clubs de Div 2, il y en a beaucoup, c'est pareil, qui font de la formation, à l'échelle territoriale et qui viennent faire de la prévention dans les collèges, dans les lycées, de l'organisation de tournois pour des entreprises locales et qui arrivent à trouver des modèles économiques un peu plus avantageux, sans dire rentable, même plus avantageux en tout cas, qui leur permettent de se développer. Mais complètement. Et tu vois, par exemple, 100 Thieves aussi, l'équipe américaine, qui était quasiment devenue une marque vestimentaire avant d'être une équipe e-sport, Ouais. hein, qui a été très connue. Alors, c'était une blague au départ, mais en fait, c'est passé d'une blague à une vérité. C'est-à-dire que vraiment, ils se sont mis à sortir des collections de vêtements et à être très, très investis. Et d'ailleurs, ils faisaient des maillots exceptionnels, ils faisaient de superbes vêtements lifestyle, etc. Team Vitality fait pareil. Et c'est beaucoup. On voit aujourd'hui avec des partenariats Hunter x Hunter, etc. La Carmine Corp fait pareil. Toutes les équipes font pareil. Et pour revenir sur ton commentaire, je conduis un Jumpy. Le plus rentable à court terme, c'est celle de l'influence. Je suis pas sûr. Parce que Solari, la team d'amis, la team quand même d'influenceurs initialement, n'a pas eu nécessairement le parcours le plus simple malgré leur influence naissante. Je pense que ce qui a été très fort avec la Carmine Corp, c'est qu'ils ont fait un peu un mix de ces trois modèles dont tu nous parles. C'est que ils ont quand même réussi à faire un mix entre les performances. Ils sont arrivés en LFL, ils sont arrivés en Div 2, ils sont passés en LFL en un an. Et ensuite, ils ont tout cassé, je crois, mais vraiment tout cassé. Ils ont remporté la LFL, ils ont remporté deux fois les UEM. Enfin, tu allies performance avec influence et avec une activité économique qui était quasiment pérenne pour la Carmine Corp, ce qui est très rare. Ils ont réussi à faire très très fort. Et aujourd'hui, en plus, le stade va leur apporter, grâce au modèle par abonnement, des revenus qui sont considérables. Les gens vont s'abonner pour participer au stade et il y aura suffisamment de personnes intéressées pour aller s'abonner. Et en fait, cet argent-là, il va permettre d'obtenir pour un club un revenu récurrent qui sera utile pour aller investir ensuite dans d'autres projets, que ce soit dans d'autres équipes, que ce soit pour d'autres raisons, pour d'autres événements communautaires ou quoi que ce soit. La Carmine Corp va avoir mensuellement des revenus qui découlent non pas de leur performance, non pas de la vente de maillots qui peut évoluer en fonction justement des performances, etc., non pas de leur implication dans certaines ligues, mais purement et simplement de leur fanbase. Et ça, c'est très très fort. Ouais, complètement. Alors en même temps, moi, je contredis un peu ce que tu dis. Je Non, reviens un bien peu sûr, bien sûr. sur Jumpy, ce qu'il pouvait dire. Et enfin, c'est clair que en termes de structuration et pour débuter son activité e-sport, si on a une activité d'influence forte au Ouais, début,
Ça va être beaucoup plus simple, c'est vrai, on le voit avec Koi, et leur C'est une lancement. évidence, c'est On une voit le évidence. lancement de Cassé, on voit le lancement de M8 aussi. Mais effectivement, c'est sûr que ça fait pas tout et derrière, il faut souvent le coupler avec de la performance. Là où côté, Karmine Corp et M8 par exemple, il y a un peu cet alignement des planètes, qui n'est pas traité en termes de chance, hein, mais parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, mais quand même un alignement des planètes travaillées, j'ai envie de dire, pour avoir cette réussite. Et il y a d'autres clubs, comme Koi par exemple, qui n'ont pas cette, réussite directe et où c'est, plus dur d'accrocher des fans aussi, Mm. directement. C'est vrai que tu en parles et je pense que c'est très important. Mate, ils ont fait, enfin, ils ont fait un début e-sport qui est quasiment inégalé. Même la Carmine Corp n'a pas eu leur rayonnement. C'est-à-dire que là, de ce que j'entends, ils ont des plans pour potentiellement récupérer une place en LFL, ce qui serait complètement monstrueux. Ils ont réussi à récupérer une place dans la plus grosse ligue de Valorant après seulement un an d'existence, ce qui est genre quasiment rien. Ils vont potentiellement récupérer un roster sur Rocket League qui est genre extraordinaire aussi. Ça, bon, s'il y a des fans de la Carmine Corp dans le chat, j'en suis vraiment désolé pour vous parce que vous aviez une très belle équipe qui est en train de se dissoudre et de se dissocier malheureusement. Et en fait, c'est une force qui est phénoménale aussi. Et aujourd'hui, Mate peut, enfin aujourd'hui, demain, Mate peut être l'un des clubs majeurs de quasiment trois des scènes compétitives les plus importantes euh, de ce secteur. Et ça, Ouais. c'est quand même assez fou. Et je pense qu'en effet, je conduis un Jumpy, la ferveur française dont tu parles, moi je dirais pas que c'est la ferveur française, mais j'aimerais beaucoup voir une étude croisée entre justement les pays où il y a toujours eu cet aspect, le foot notamment, et des sports très compétitifs, et la croissance de l'e-sport. Parce que par exemple, on voit la difficulté que les Américains ont pu avoir. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas je dis pas qu'ils n'ont pas eu des, comment dire, une culture du sport compétitif entre le baseball, le basket, mais ça a été beaucoup plus fermé. Et ça a été beaucoup plus contrôlé, ça a été beaucoup plus posé. Aujourd'hui, la NBA explose complètement, mais en fait, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas des dynamiques nécessairement entre supporters, c'est plutôt un show. Vraiment, c'est ce côté show à l'américaine et ils sont très forts pour ça. Là où vraiment les pays qui sont connus comme étant des terres de foot, par exemple, on prend l'Espagne, on prend l'Angleterre, on prend la France, sont des pays qui ont eu vraiment cet attachement au supporterisme. Et je pense que il faudrait vraiment que j'aille lire du coup les articles de Nico Pesson à ce sujet, mais je pense vraiment qu'il y a un lien très très fort entre le sport traditionnel et le supporterisme qui a pu exister et aujourd'hui cette ferveur qu'on peut avoir quand on regarde les clubs e-sport. Ouais, complètement et je pense que c'est même couplé à un peu tout ce que nous on voit côté influence et en France, on a quand même, des influenceurs qui s'entremêlent énormément dans leur contenu, ce qui n'est pas forcément le cas, dans d'autres pays, et ce qui, je pense en tout cas, permet de souder encore plus ces communautés, de les entremêler. C'est-à-dire que tu peux facilement être un fan de Domingo et un fan de Kamel, parce que leurs contenus se croisent tellement qu'en fait tu aimes les 2 personnages alors là c'est une supposition, hein, mais est-ce que dans d'autres pays on n'a pas, effectivement des créateurs de contenu qui entremêlent pas forcément, leur contenu avec d'autres créateurs et qui du coup on a des populations de fans qui sont, peut-être un peu plus, écartées, heu, que ce qu'on peut voir nous en France. Mais c'est exactement ça. Et puis je vois qu'en fait, dans le chat, ils ont quasiment pas besoin de nous. En fait, ils ont des réflexions Ouais, qui sont complètement. super Ils sont trop forts. intéressantes. Je vois ce que dit Je conduis un Jumpy qui nous parle justement de la ferveur française. Il a repris les exemples que j'avais cités, donc je ne prendrai pas la peine de le faire. Mais en effet, que ce soit Arcounir, que ce soit du coup la Pixel War, et même la Ref en fait, hein, qui travaille sur ces sujets-là et qui montre aussi qu'en fait, il y a un vrai travail de recherche en France autour du sport et de, enfin, pardon, du jeu vidéo et de l'e-sport. Et moi, je trouve ça absolument fascinant. Enfin, tout ça pour dire quand même que la Carmia Cup a fait une annonce colossale la semaine dernière avec du coup cette annonce pour un stade dans lequel ils vont du coup proposer aussi un modèle par abonnement avec des contenus très spécifiques. Je pense que c'est une toute première en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour l'e-sport de façon globale. Ça fera du bien à toutes les équipes. Et j'espère voir d'autres équipes prendre le pas. Je pense qu'en France, ce sera compliqué de façon très sincère. Il y a peu d'équipes qui ont le même pouvoir que la Carmine Corp. Attendons de voir Mate quand même, parce que la Carmine Corp, au départ, c'était assez. Enfin, il leur a fallu quasiment 6 mois, un an pour développer une fanbase, et après, ça a explosé. Avec le moment où tout a explosé, c'est le moment où ils ont gagné leur premier UEM et que du coup ils ont réussi à rallier tout le monde derrière le Blue Wall. Cette fameuse photo de profil qu'ils ont eu Yellow Star, qu'ils ont eu quasiment tous les influenceurs e-sport français qui se sont mis à jouer au jeu. Et même d'ailleurs beaucoup d'influenceurs d'autres équipes e-sport, même d'autres équipes e-sport. Je me souviens, si je dis pas de bêtises, de Géo, je crois, etc., qui avait beaucoup investi sur cette image-là. Et en fait, c'est à partir de là, moi, que j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une rupture. Mais ouais, je conduis un jumpy, me dit que c'est peut-être au mieux de la LFL. J'avoue que il y a pas de sens infuse, tu as peut-être raison. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont bénéficié d'un coup d'une
j'allais dire une implosion, ouais, plutôt une explosion qui a fait qu'ils se sont fait connaître à travers toute la France et à travers le monde. Ouais, complètement. Bah, sujet passionnant, en tout cas. Je Ouais. vois que ça fait réagir dans le chat, donc c'est trop cool, trop bien. Eh ben, aussi passionnant soit-il, je pense qu'il va falloir bientôt, malheureusement, aller se reposer. Merci beaucoup, Hugo. Je profite de ce petit mot de fin, du coup, pour vous rappeler à toutes et tous que donc, vous pouvez, rejoindre le Discord eSport Business. Vous avez les liens sur ma chaîne et vous avez aussi les liens sur tous mes réseaux, LinkedIn et YouTube notamment. N'hésitez pas à rejoindre ce superbe Discord. Est-ce que tu veux en dire un petit mot peut-être, Hugo? Ouais, complètement. Bah, déjà, merci énormément d'en parler. Bah, eSport Business, qui est donc est partenaire de l'émission GLHF, c'est un Discord qui regroupe bah, un peu tout ce qu'on peut aimer dans l'e-sport en général. Il est en pleine refonte en ce moment, donc en train de travailler dessus avec mon modérateur qui s'occupe aussi de dev le Discord. Mais globalement, maintenant, vous pouvez vous abonner tout simplement à des canaux, à des sujets, et ensuite vous recevez toute l'actualité de ce sujet. Donc il y a le sujet économie, pour ceux qui vraiment aiment l'e-sport business, voilà. Mais si vous êtes même un fan de jeux vidéo, vous pouvez vous abonner par exemple au channel Valorant par exemple, et vous avez toute l'actualité Valorant. En fait, il y a tout, ça regroupe un peu tous les médias, tous les tweets officiels, etc. Qui arrivent et tout ça donc sur un seul et même channel. Et puis voilà, des émissions aussi. On essaie de l'animer un maximum et plein de belles personnes qui vous attendent pour cette reprise qui devrait être d'ici, j'espère, 1 ou 2 semaines. Exactement. Pour celles et ceux qui sont intéressés du coup pour rejoindre, n'hésitez pas à glisser en dessous de cette émission, en dessous de ce carré-là sur votre page Twitch. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous arriverez directement, vous serez invité dans ce superbe Discord. Et voilà, hein, merci beaucoup à Hugo pour son soutien. C'est aussi en partie grâce à lui que je Merci à suis là toi. aujourd'hui, parce que du coup, on a discuté il y a très très longtemps pour ces sujets-là et du coup, on en parlait quand j'ai commencé Good Luck Café, j'ai fait une pause d'1 an et malgré tout, le partenariat existe toujours, donc ça fait extrêmement chaud au cœur. Et j'en profite aussi pour vous dire, pour celles et ceux qui ne seraient pas, du coup, qui m'auraient pas encore follow, n'hésitez pas à le faire pour soutenir évidemment Good Luck Have Fun, le post-show et toutes mes émissions. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. On est 154 sur cette chaîne avec 24 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, un abonnement si vous avez les moyens aussi, vous avez Prime, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup pour le soutien. Hugo, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Est-ce que tu veux peut-être un petit mot de la fin ou tout simplement aller te reposer maintenant? Ouais, non, complètement. Ben, un grand merci à toi. Je ne peux que suivre ce que tu dis. S'il vous plaît, suivez cette émission parce que j'imagine qu'il y aura plein d'autres invités ultra intéressants. Au plaisir de repasser à l'occasion pour parler d'e-sport toujours. Et puis ben, voilà, vivement la semaine prochaine du coup pour le prochain épisode. Exactement. On se retrouve du coup. Alors, Trop bien. on se retrouve normalement la semaine prochaine avec de superbes invités à nouveau. Hugo, tu es bien entendu le bienvenu quand tu veux sur le post show et on aura, je pense, plein de choses à se dire. Donc, t'hésites vraiment pas si tu veux repasser. C'est avec grand plaisir. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, on se retrouve aussi demain pour un peu de gaming, mais cette fois-ci vraiment au repos et débrief de Good Luck Have Fun. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Reposez-vous bien et merci pour toutes les personnes qui m'ont follow, suivi et qui ont soutenu cette émission. Ça fait extrêmement plaisir et on se dit à très très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir.